On est toujours très bon pour identifier les limites et les contre-arguments aux positions politiques et sociétales qui ne sont pas les nôtres. Et on est très mauvais pour anticiper les bons arguments qui seraient susceptibles de nuancer ou de réfuter un peu nos positions politiques et sociétales. On a une tendance à démoniser ou diaboliser les membres des groupes ennemis ou qu'on considère comme étant rivaux. Nos cerveaux, ils sont vachement câblés pour la menace sociale. Et ces mécanismes, une fois qu'ils sont un peu des biais cognitifs profonds de la nature humaine, ils sont disponibles pour que des entrepreneurs idéologiques, des politiciens d'extrême droite, viennent un peu les exploiter par des discours médiatiques, de propagande, qui souvent dramatisent complètement le problème des effets néfastes de l'immigration. Une manière de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une illusion de connaissance, une illusion d'expertise sur pas mal de questions politiques, c'est de leur demander de les expliquer. Même quand la persuasion échoue totalement platement, on apprend toujours énormément de choses sur la vision du monde des autres. Et c'est toujours informatif. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est violemment d'accord avec toi, tu vois quelles sont ses peurs et ses craintes et ses préoccupations. Et du coup, ça t'informe sur les problèmes que toi, tu ne dois pas nier si tu veux pouvoir entrer en dialogue avec cette personne. Si tu vois que les électeurs FN, ils sont tétanisés par l'immigration et ces choses-là, et bien ça t'envoie un signal que toi, personne de gauche, il ne faut pas que tu sois dans une dénégation en bloc des difficultés qui peuvent être posées par l'islam et l'immigration, parce que sinon, tu sais que tu vas couper la communication avec ça. Donc Antoine Marie, chercheur en psychologie politique, donc c'est à l'intersection entre la science sociale, la science politique, la psychologie. Tu as un site où on peut aller voir tes articles qui sont en open access et c'est assez super cool. Alors, on a discuté de faire cette émission quand on s'est vu aux rencontres de l'esprit critique. Et du coup, je pense que c'était intéressant pour commencer l'émission, de commencer en faisant un point sur l'esprit critique. Parce que surtout dès qu'on parle de ces questions de pourquoi les gens peuvent avoir telle ou telle avis politique, surtout quand on va pointer qu'il peut avoir des erreurs et des incohérences, on va dire ah ben tiens, les gens se trompent sur telle ou telle idée politique. Les gens vont un peu peut-être dire ah, on les prend de haut, vous dites que les gens ne sont pas bien informés et tout ça. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que on a tous des biais psychologiques qui influencent nos opinions et nos comportements, et personne n'a assez d'esprit critique. On a tous besoin de plus d'outils méthodologiques. Il faut qu'on soit vigilant à nos propres biais, voilà, pour introduire un peu le sujet. Et donc toi, quand on avait préparé cette émission, tu disais, voilà, on est assez mal câblé en fait pour raisonner rationnellement sur les sujets politiques. Oui, effectivement. Alors, merci Johan de m'inviter. Alors, cette idée qu'on n'est pas hyper rationnel pour raisonner sur les sujets politiques, elle est vraie à de multiples niveaux, hein. C'est une proposition tellement générale qu'on peut l'illustrer de multiples manières. Une manière d'être un petit peu irrationnel enfin, au quotidien, qui est pertinente peut-être pour l'enseignement de la pensée critique que tu mentionnais juste avant, c'est le fait qu'on est toujours très bon pour identifier les limites et les contre-arguments aux positions politiques et sociétales qui ne sont pas les nôtres, mais on est très mauvais pour apercevoir notre propre ignorance politique, le degré auquel en fait nos propres convictions politiques et économiques, elles sont souvent assez mal justifiées, elles sont assises sur des données fragiles. Il y a des contre-arguments qui peuvent leur être opposés, mais on s'y expose pas beaucoup parce que on a tendance à éviter l'information qui est un peu incongruente ou contre-attitudinale. Ça fait pas plaisir d'entendre des choses qui peuvent réfuter nos positions. On surestime le degré de détail auquel on comprend les politiques publiques et le monde social. On fait rentrer des choses extrêmement complexes comme, je sais pas moi, la guerre Ukraine-Russie ou Israël-Palestine dans des dichotomies, les gentils, les méchants. On a une tendance quand même à faire rentrer la complexité sociale qui est immense, qui est gigantesque, dans des dichotomies, dans des heuristiques, dans des schémas mentaux qui sont extrêmement pauvres. Et on est très mauvais pour anticiper les bons arguments qui seraient susceptibles de nuancer ou de réfuter un peu nos positions politiques et sociétales. On est très bon toujours pour aller voir la paille dans l'autre, dans l'œil de l'autre, mais très mauvais pour voir la poutre qui gît en plein milieu du couloir, un peu comme un éléphant, dans nos propres convictions morales et politiques. Et on est très enclin à ce que j'appellerais moi le tribalisme, c'est-à-dire en gros une tendance à toujours vouloir conceptualiser les questions politiques et sociétales, y compris aussi les questions scientifiques, les OGM, le nucléaire, je ne sais quoi, en termes de nous versus eux, tu vois, un affrontement entre des groupes sociaux, entre des coalitions, entre des camps, et à vouloir un peu prendre parti et à voir son camp, ses alliés préférés comme étant irréprochables, mus par l'intérêt général, l'altruisme, des valeurs universelles, et le camp qu'on conspue, le camp qu'on considère comme leur groupe, comme étant méchant, comme étant exclusivement animé par l'égoïsme, l'intérêt particulier, comme étant plus incompétent, plus stupide, plus cynique, etc. Et en fait, tout ça, c'est des schémas mentaux. Plus souvent que l'inverse, c'est pas des propriétés du réel, c'est des propriétés de notre pensée, en fait. C'est des projections qu'on fait, c'est des propriétés de notre conceptualisation des questions sociales et politiques. C'est pas des choses qui sont 100% dans la réalité.
Après, bien sûr, attention, hein, je suis pas en train de dire que je suis pas un relativiste. Hein, je suis pas en train de dire que Éric Zemmour, c'est la même chose que, je sais pas moi, Benoît Hamon. Ou je suis pas en train de dire que les nazis ou le Hamas, c'est la même chose que la gauche de la gauche antiraciste américaine. Hein. Il y a évidemment, enfin, il n'y a pas toujours d'équivalence morale entre les groupes politiques, etc. Mais même en admettant comme ça qu'il y a certaines idéologies ou certains groupes qui sont meilleurs que d'autres, on est très mauvais pour apercevoir un peu les bonnes raisons ou un peu la consistance idéologique ou les bons points que chaque un peu idéologie ou groupe politique défend et met en avant. Voilà, on a des œillères. J'aime beaucoup la phrase de Jonathan Haidt, qui est un grand psychologue social américain. Morality, et on pourrait dire la même chose de la politique. Politics binds and blinds, c'est-à-dire qu'elle unit les gens dans des groupes cohésifs, dans des communautés morales qui partagent une vision du monde partagée. Mais par contre, elle les aveugle aux limites de leur vision, aux inconvénients, aux effets pervers de leur politique, de leurs propositions politiques, et en général à tous les contre-arguments un peu qui pourraient nuancer ou un peu fragiliser un peu leur certitude, tu vois, sociétale, morale, politique. Ouais. Ouais, là, ça me faisait penser à un concept que j'avais abordé dans la toute première vidéo, qui était le biais de favoritisme pour endogroupe, qui est bon, un truc très étudié en psychologie, comme quoi on peut effectivement, on a tendance à raisonner en termes de groupe, et du coup, il y a nous versus eux, et les gens qu'on considère de notre groupe. Ce groupe qui peut se faire sur tout un tas de critères, hein, c'est vraiment quelque chose de construit socialement, et dès qu'on catégorise les gens comme notre groupe, on va se mettre en défense de ce groupe et on va percevoir l'exogroupe quoi, comme moins bien que l'endogroupe, quoi. Ouais, totalement. Alors ça, c'est donc très bonne référence. Je peux faire un petit point peut-être qui me semble hyper important ici. En fait, il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on a cette pensée tribale? Parce que on a passé l'essentiel de notre histoire en tant qu'espèce dans des contextes où en fait on devait vivre en groupe et on devait parfois être en compétition avec d'autres groupes pour des ressources naturelles, etc. Et du coup, on a besoin d'avoir un esprit qui est vachement disposé à la coopération intra-groupe et un peu à la dérogation des autres groupes avec lesquels on est en conflit un peu, tu vois, à somme nulle, comme on dirait en sciences cognitives et en économie. C'est-à-dire, en gros, voilà, une disposition à dire ces gars-là, il faut absolument qu'on se mobilise contre eux, il faut absolument qu'on les défonce, il faut qu'on aille leur piquer les ressources avant qu'ils y arrivent, parce que s'ils les ont, nous, on les a pas, et si on les a, nous, eux, ils les ont pas. Donc, cette espèce de raisonnement un peu zero-sum, comme on dit en anglais, selon lequel c'est difficile d'avoir des relations productives et mutuellement bénéfiques, il est très, très profond entre les groupes, hein, je parle, il est très, très profond dans la pensée humaine, et on le retrouve beaucoup dans la vie morale et politique, malheureusement, encore aujourd'hui. Parfois, c'est justifié, il y a des vrais ennemis, il y a des vraies guerres, il y a des vraies guerres d'invasion, comme celle de Poutine, mais assez souvent, c'est plutôt notre esprit qui va projeter ce genre de perception et ce genre de conceptualisation sur des problèmes sociétaux, politiques, qui en fait ne sont pas forcément nécessairement zero-sum et qui ne justifient pas forcément de les voir comme un affrontement intergroupe. On pourrait aussi imaginer qu'il y a plus de cohabitation et de concessions qui seraient désirables et qui seraient possibles. Et du coup, en fait, voilà, cette espèce de tribalisme un peu de la pensée sur les questions morales et politiques, c'est un peu partie intégrante d'une disposition plus générale à vouloir coopérer avec les gens de son groupe et à refuser un peu la coopération avec les gens, avec le groupe d'en face, tu vois, qu'on perçoit comme étant ennemi. Et du coup, des vieilles expériences de Tachfeld sur Minimal Group Paradigm où tu mets juste un bandeau autour des bras des gens et hop, ils se mettent à se comporter de manière très un peu favoritiste, un peu partielle en faveur de leur équipe, alors même que ces autres membres de l'équipe, ils la connaissaient même pas 2 heures avant, etc. C'est le début d'une espèce de constellation un peu de comportement et de cognition qui va jusqu'à ce que moi j'appellerais un peu voilà, le tribalisme des idées morales et politiques, où on a énormément de mal à voir ce que l'outgroup, ce que le groupe rival défend aussi, qui peut être légitime, qui peut faire sens, qui peut être entendable, etc. Et on a des espèces d'œillères et on est focalisé sur la vision du monde de notre groupe. En fait, si tu as la pensée comme ça qui est vachement façonnée de manière groupale ou tribale, ça facilite un peu ton insertion dans un groupe et ça facilite un peu la possibilité de donner un peu une réputation de membre loyal dans un groupe. Tu vois, donc vraisemblablement, les deux ont un peu coévolué et les deux un peu se renforcent mutuellement. Si c'est avantageux de coopérer à l'intérieur d'un groupe pour former une tribu cohésive et éventuellement voilà, capter des ressources au détriment d'autres groupes avec les membres de ton groupe à toi, et ben, c'est aussi bénéfique d'avoir un peu une pensée qui facilite ce type de coopération intra-groupe. Et du coup, les deux sont probablement solidaires un peu l'un de l'autre. C'est intéressant à dire effectivement parce que ce biais de favoritisme pour endogroupe, c'est vraiment quelque chose qui est un fonctionnement de notre cerveau, donc on l'a tous. Et là où il y a quand même, on va dire, des différences interindividuelles, c'est qu'après, il y a d'autres traits comme un truc où j'en avais parlé aussi en vidéo, qui est l'orientation à la dominance sociale, où là, cette vision du monde où il y a vraiment nous contre eux, ça, suivant les personnes, si on a vraiment un taux élevé enfin un score élevé en orientation à la dominance sociale, on va avoir d'autant plus cette perception qu'il y a, voilà, c'est nous contre eux et que du coup, c'est un peu logique qu'il y ait des inégalités et qu'elles sont légitimes et que bah, c'est un peu la loi du plus fort. Donc là, je pense qu'il faut faire la part des choses entre des traits psychologiques qu'on a un peu tous et quand même des traits qui sont variables d'une personne à l'autre, quoi. Et qui sous-tendent, voilà, l'orientation à la dominance sociale, c'est une vision du monde qui a tendance à favoriser la légitimation des inégalités et les discours oppressifs, voilà, comme la légitimation de différentes discriminations. Alors oui, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de différence individuelle sur la manifestation de ces grands biais universels. Il y en a, bien sûr.
Il y a des journaux entiers en psychologie qui sont consacrés à décrire les différences individuelles, je sais pas, The Journal of Personality, Personality and Individual Differences, etc. Et il y a toute une psychologie de la personnalité qui existe au croisement de la psychologie sociale, de la science politique, de la psychologie politique. Et donc il y a ces différences. Mais en fait, ces différences, de manière intéressante, elles sont juste des formes plus ou moins poussées ou plus ou moins radicalisées ou plus ou moins sensibles de dispositions à penser, de mécanismes de raisonnement, d'algorithmes qui traitent l'information dans le cerveau, qui sont en général distribués dans tous les membres de l'espèce humaine et qu'on trouve un peu chez tout le monde, quoi. Par rapport au tribalisme, il faut essayer de trouver des sujets politiques qui nous sont plus ou moins chers, des questions sur lesquelles on a des opinions, et dans lesquelles peut-être on a un peu une tendance au tribalisme. Ou une tendance un peu, en tout Mm. cas, pas forcément tribalisme, mais en tout cas, à être un peu surconfiant sur les arguments qui défendent notre position et un peu faiblard sur les contre-arguments. Moi, je vais donner quelques exemples biographiques importants pour moi. Assez longtemps, j'ai été un jeune étudiant marxiste de 18 à 24 ans à peu près. Je suis toujours à gauche, mais je suis beaucoup plus modéré maintenant parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a bien plus un peu de bons arguments en défense un peu des grandes institutions de l'ordre établi que ce que je pensais avant. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut être un conservateur et qu'il faut justifier le status quo systématiquement, pas du tout. Et je suis inquiet de la conjoncture politique en ce moment avec la montée du RN. Mais par exemple, longtemps, j'ai été dans une espèce de chambre d'écho un peu intellectuelle et psychologique où j'avais un peu du mal à comprendre qu'il y avait quand même pas mal de bons arguments en défense de certaines formes de capitalisme. Pas forcément la version néolibérale de Macron, je sais pas. Mais voilà, quand tu es marxiste, tu aimes bien dire voilà, le capitalisme, c'est que de l'oppression, les dominants, ils prennent du plaisir à dominer, etc. etc. Le capitalisme, c'est juste de l'extraction de plus-value de la force de travail salarié. En fait, toutes ces observations sont vraies, c'est en partie vrai, mais ça capture pas tout. Ça capture pas, par exemple, ce que les libéraux diraient en défense du capitalisme, du genre, bah oui, mais la compétition, elle stimule l'innovation. Les marchés libres, ils ont une capacité à favoriser l'innovation et à l'entreprise qui est très rapide et qui est très flexible. Le capitalisme, il a pu sortir énormément de pays en développement de la grande pauvreté, etc. Donc, tu vois, là, des arguments comme ça qui ne sont pas forcément tout ce qu'il y a à dire sur la question, bien sûr, mais qu'il faut intégrer pour avoir un portrait un peu nuancé de la situation et comprendre que le monde est complexe. D'autres exemples, c'est par exemple, à gauche, c'est assez commun de critiquer les OGM, tu vois, avec l'idée que les OGM, c'est dangereux pour la santé, c'est dévastateur pour les écosystèmes, etc. Et en fait, quand tu regardes un peu le consensus scientifique sur la question de la santé, par exemple, il y a un consensus très large des biologistes sur le fait que les OGM sont tout à fait inoffensifs et qu'ils ne sont pas la solution panacée à tout, mais que c'est une bonne idée de les intégrer dans un peu le mix dont on va avoir besoin pour faire fonctionner la société au plan alimentaire et qui peuvent être même des bons atouts pour lutter contre la faim dans le monde. Et on peut faire le même type d'observation au sujet du nucléaire. Tu vois, quand tu es dans une chambre d'écho de gauche, et moi je l'ai longtemps été, c'est très critiqué le nucléaire, etc., etc. Jusqu'au jour où tu t'intéresses un peu aux arguments ingénieurs en faveur du nucléaire, les arguments sur son efficacité gigantesque à produire de l'électricité, les arguments sur le fait que les déchets sont de mieux en mieux gérés en sous-sol, etc., même si bien sûr cette solution n'est pas parfaite. Donc voilà, on a une tendance un peu à vivre dans des mondes sociaux qui sont isolés, qui sont un peu encapsulés les uns par rapport aux autres politiquement. On s'expose à des flux d'informations médiatiques, à des consommations sur Internet d'informations, de médias, de télé, de journaux, qui nous isolent un peu, qui nous renfoncent un peu dans nos préjugés, dans nos croyances. Et on fait rarement l'effort d'aller s'exposer à des arguments contre-attitudinaux qui te montrent que ta vision du monde ou ta position sur une question donnée, en fait, elle est souvent un peu plus fragile que tu t'en aperçois, que tu t'en étais aperçu jusqu'à présent, qu'il y a des bons contre-arguments puissants que tu n'as jamais considérés sérieusement, etc. etc. Et donc moi, un peu ma vocation de citoyen et ma vocation de chercheur, au plan à la fois scientifique et un peu moral, éthique, c'est de rappeler aux gens cette importance de s'ouvrir à la diversité des points de vue, d'aller vraiment chercher l'information activement pour mettre à l'épreuve nos convictions politiques, prendre conscience de notre ignorance politique, de la complexité du réel, et du fait que la complexité du réel social, politique, économique, elle rentre à peu près jamais dans des dichotomies, nous versus eux, les gentils versus les méchants, etc. Voilà, c'est un peu ça mon message. Et je pense que c'est possible chez chacun de nous d'aller faire cette espèce de petit effort d'introspection et de bonne foi et d'humilité intellectuelle, on pourra peut-être y revenir, pour aller questionner un peu le cœur comme ça de sa vision du monde qui est souvent beaucoup trop assurée que notre niveau de connaissance ne permet vraiment de le justifier. Sur la question du capitalisme, où je pense qu'effectivement, il y a de bonnes raisons de critiquer le capitalisme, mais ce serait que les modèles complètement opposés qui peuvent être proposés, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément de garantie qui soit mieux. Et c'est vrai qu'on peut très bien être critique du capitalisme sans forcément être, sortir complètement du marché, par exemple. Effectivement, ça, c'est encore d'autres questions. On peut très bien vouloir un monde beaucoup plus égalitaire et tout, qui reste, on va dire, dans des valeurs de gauche, tout en étant, par exemple, en désaccord avec, je sais pas, par exemple, le communisme. Ça, c'est peut-être des fois un homme de paille à l'inverse qui pourrait être de réduire toute critique du capitalisme à, mais quoi, vous
voulait être communiste, mais regardez, le communisme, ça marche pas. Et hop, du coup, on exclut toute critique du système parce que on fait un peu là aussi un homme de paille. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'exemple avec le nucléaire et les OGM, c'est assez intéressant. Peut-être qu'on pourrait dire, bon, il y a plusieurs choses. C'est que des fois, les critiques, elles peuvent être pertinentes contextuellement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que peut-être que les OGM actuellement, c'est pas le meilleur usage, mais ça invalide pas effectivement intrinsèquement les OGM. Ils pourraient avoir des bons usages, quoi. Et après, effectivement, le fait de pas se confronter aux idées des autres, des fois, ça fait qu'on conserve des idées qui sont pas terribles. C'est vrai que le nucléaire, moi, j'aimerais bien que la gauche bouge un peu là-dessus aussi, parce que le nucléaire, effectivement, c'est pas aussi dramatique que ce qu'on en dit souvent. Et après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc de qui vient l'info, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un qui se dit écolo de gauche entend un discours pro-nucléaire de quelqu'un de droite, effectivement, il va se dire ouais, bon, c'est quelqu'un qui défend les lobbies, tout ça, on va pas trop avoir envie de le prendre au sérieux, ce qui est pas déconnant dans le sens où par exemple, tu vois le discours de ceux qui défendent le statu quo, typiquement actuellement les partis de droite, extrême droite, qui votent systématiquement du côté des plus riches et qui votent rarement des trucs écolos. C'est vrai que quand ils viennent pile sur le nucléaire dire des fois avec des bons arguments, mais regardez, on a un truc écolo, c'est pas déconnant d'être méfiant, quoi. Même si effectivement, vaudrait mieux quand même faire l'effort de quand même s'intéresser aux arguments. Et du coup, je pense que si ce même discours, ça se trouve, si on l'entendait de gens qu'on considère un peu plus crédibles, peut-être qu'on l'écouterait un peu plus. Moi, mon inclination, ce serait de dire qu'il faut essayer de un peu moins indexer ses opinions politiques sur qu'est-ce que pense un parti que j'aime bien et je vais le suivre, en absence de connaissances sur la rationalité de leur position sur telle ou telle question, le nucléaire par exemple. Il faut plutôt essayer de se documenter un peu en politique pour aller se construire des opinions un peu plus construites, un peu plus informées, aller regarder un peu la complexité des faits et faire son jugement, produire un jugement par soi-même, plutôt que de suivre de manière aveugle la ligne du parti. Bien entendu, j'ai conscience que c'est impossible dans la réalité de faire ça totalement. C'est très difficile. Le monde est extraordinairement complexe. La plupart des gens, de toute façon, ne s'intéressent pas tant que ça à la politique et ont la flemme d'aller se documenter activement, etc. On n'a pas une très bonne mémoire pour les faits politiques. On est 1 milliard de fois meilleur pour se souvenir de la tête, de la figure de quelqu'un qui nous est familier ou avec qui on a été au lycée que l'on l'est, par exemple, pour se souvenir de statistiques abstraites sur l'immigration nucléaire et tout. Mais d'une façon générale, je pense que normativement, on ne peut que encourager les gens à essayer d'essayer de se documenter un peu plus sur les questions politiques parce qu'il est possible que leur parti préféré se trompe dessus ou prennent des positions qui sont moins justifiées par des bons arguments de contenu que parce qu'ils veulent, ils sont en compétition avec un autre parti qui veulent affaiblir et du coup ils veulent, tu vois, ils vont par exemple prendre la position opposée juste pour les faire chier, quoi. Ça, c'est un truc beaucoup qui s'est observé aux États-Unis, c'est que les républicains ont beaucoup développé des positions climato-sceptiques juste parce que les démocrates essayaient de défendre l'idée qu'il fallait reconnaître l'implication des activités humaines dans le changement climatique et essayer de prendre des actions un peu plus écologiques. Et les républicains, par esprit de faire chier, de contredire systématiquement, ont pris la position inverse, sans réfléchir au contenu, à la rationalité des positions, mais juste dans une logique de compétition partisane pour affaiblir, essayer de rallier à son camp des gens qui avaient envie de s'opposer aux démocrates. Donc ce genre d'esprit totalement contre-productif, où l'envie d'obstruction l'emporte sur des solutions bipartisanes qui seraient justifiées par des bons arguments et par la considération un peu du contenu des positions, etc., sur la base des faits. Ça, c'est le pire truc que tu peux avoir en politique et je pense qu'il faut vraiment s'en prémunir. Et il faut encourager vraiment les gens à essayer de dépasser ça, à conscientiser qu'ils rentrent dans ce genre de raisonnement et à essayer de le dépasser, à ne pas l'encourager, notamment en France, qui est un pays qui est quand même aussi assez polarisé de plus en plus. Je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ce qu'on disait avant. Ça peut être utile pour que tes auditeurs se représentent un peu plus concrètement ce que je veux dire par l'illusion et l'illusion d'expertise l'illusion de connaissance, l'illusion d'expertise en politique. Peut-être ça peut être utile de mentionner les expériences de Fernbar, Sloman et tous ces gens-là. Donc, c'est des chercheurs américains qui montrent dans un papier de Psychological Science, qui est une grande revue de psychologie en 2013, que, en gros, une manière de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une illusion de connaissance, une illusion d'expertise sur pas mal de questions politiques, c'est de leur demander de les expliquer concrètement en termes de mécanisme, en termes de chaîne de cause et d'effet. L'expérience commence où tu demandes aux gens quelle est ta position sur l'imposition de sanctions à l'Iran pour son programme nucléaire, mettre en place un marché des droits à polluer, je ne sais quoi. Des questions qui étaient un peu controversées à l'époque d'Obama, sur lesquelles les républicains et les démocrates se divisaient. Donc tu demandes aux gens leur position. Tu leur demandes dans quelle mesure est-ce que tu estimes que tu comprends cette question, sur laquelle tu as une position affirmée, partisane, très pour, très contre. Et ensuite, tu exposes les gens à une tâche d'écriture où tu leur demandes explique-moi concrètement comment est-ce que cette politique, elle marche, bon sang, en termes de mécanisme. Comment est-ce que, si on mettait en place cette politique, ça affecterait les autres politiques, les autres domaines de la société, les autres secteurs de l'économie, les relations avec les pays voisins, le rôle du pays dans l'ONU, dans l'OCDE, je ne sais quoi. Les gens doivent développer une explication mécanistique. Et en fait, au moins sur certaines versions de l'expérience, pas tout le temps, mais au moins sur certaines versions de l'expérience,
Quand les gens font ça, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ont un niveau de connaissance qui est très très faible et ils ont surtout la conviction qu'ils aiment bien ou qu'ils n'aiment pas la politique, mais ils n'ont pas vraiment des capacités argumentatives et explicatives de justifier leur jugement. Et du coup, parfois, on observe une révision à la baisse du niveau de polarisation, c'est-à-dire que les gens deviennent un peu plus centristes, un peu plus indécis sur ce qu'ils pensent de la politique, et ils déclarent aussi un niveau de compréhension déclaré plus faible. Voilà. Par opposition, par exemple, à une tâche inverse qui est de demander aux gens de poser des justifications de leur position, auquel cas les gens ne rentrent pas dans un raisonnement causal et explicatif, mais juste dans un raisonnement de quelles sont toutes les bonnes raisons qui vont en faveur de ce que je dis et qui peuvent renforcer un peu ma position, mais sans chercher vraiment à expliquer rationnellement sur la base de causes et d'effets, de coûts et de bénéfices, de compromis, etc. En quoi est-ce que la politique elle est bonne. C'est ça un peu que je veux dire, c'est qu'on a des modèles un peu causaux très pauvres en général du fonctionnement des politiques publiques. Et par exemple, ça, c'est un petit reproche poli et bienveillant que j'ai adressé à ta dernière vidéo. Tu disais, voilà, en quel sens est-ce que voter pour le FN, c'est mal, etc. Et ben, je pense que même si l'intention était bonne, tu n'as pas vraiment réussi à expliquer à tes auditeurs en quoi est-ce que les politiques que le FN promet de mettre en place, en quoi est-ce qu'en termes de cause et d'effet, ça aurait les conséquences négatives que tu voulais dénoncer. Je pense que tu n'as pas montré assez de graphiques, pas montré assez de mécanismes, de diagrammes avec des boîtes et des flèches, pas invoqué assez d'études d'économie ou de sciences politiques sur les conséquences causales de la mise en place de ces études-là, de ces politiques-là, pardon. Et je pense que ces études, potentiellement, elles existent. Je ne sais pas si elles existent pour toutes les assertions que tu as faites, mais potentiellement, elles existent. Et ce qu'il faut faire, en fait, quand tu essaies de persuader quelqu'un politiquement, c'est de prendre appui un peu sur ses connaissances du monde social et de lui dire, bah, compte tenu de ce qu'on est d'accord, de ce qu'on est tous les deux d'accord sur le fonctionnement du monde social, si on mettait en place cette politique, elle aurait telle conséquence. Et regarde, j'ai des preuves que cette politique aurait telle conséquence, et ces conséquences, tu les veux pas, moi non plus, donc il faut voter contre cette politique. Et si tu peux pas arriver, tu vois, à faire ce lien causal entre l'implémentation de la politique et des conséquences néfastes que les gens auraient à cœur, l'argument risque d'échouer parce qu'en fait, tu n'établis pas un terrain commun de connaissances partagées et tu n'établis pas un modèle mental des conséquences causales qui peut convaincre. C'est vrai que c'est intéressant d'aller sur ce côté un peu autocritique. Effectivement, moi-même, vu que j'ai quand même un peu en tête aussi ces mécanismes, en fait, c'est juste que j'ai pas forcément bien su comment faire mieux, mais je me doutais en l'écrivant, je me dis, je suis pas sûr que ça va convaincre tant de gens que ça, mais c'est vrai que j'avais pas forcément l'idée, mais comment faire mieux, en fait, pour vraiment pouvoir convaincre, et même en ayant les mécanismes psychologiques et qu'on va continuer à détailler, j'avais du mal à bien me dire, ben, comment prendre ça en compte et faire quelque chose d'effectivement qui va davantage parler aux gens, quoi. On n'est pas magique, on a tous des convictions politiques déterminées qui nous enferment un peu dans une bulle intellectuelle de connaissances et de préférences morales déterminées. Et un des trucs pour lesquels on est le plus nul, vraiment nous les humains, c'est se représenter le fait que les autres ont d'autres croyances sur le monde social, d'autres priors, tu vois, d'autres représentations de sens causal de telle politique, d'autres connaissances sur la société, d'autres connaissances sur l'histoire, etc. On est très mauvais pour faire cette espèce de lecture de l'esprit des autres, de mind reading, comme on pourrait dire en sens cognitif. On est bon pour lire un peu les intentions des gens, lire un peu leurs désirs. Est-ce qu'il veut attraper une glace au chocolat? Est-ce qu'il a envie d'aller pisser? Est-ce qu'il drague cette fille? Ça, on est plutôt bon. Mais se représenter les visions sociales, morales, les valeurs morales et les croyances un peu sur le monde social et sur un peu les conséquences des politiques publiques et des politiques économiques que les autres ont, qui ne sont pas dans notre chambre d'écho politique, qui ne sont pas dans la même sous-culture politique que nous, ça, on est très, très mauvais. Et la seule solution, c'est d'aller parler aux gens. Il faut parler avec des gens qui pensent différemment de soi. On apprend des choses sur leur vision du monde, comme un anthropologue, exactement comme un anthropologue. Moi, je suis un anthropologue du quotidien, je suis un anthropologue de la société parisienne, en un certain sens, informellement. J'essaie d'aller discuter avec des gens qui ne pensent pas comme moi et j'apprends toujours des choses. Parfois, c'est agaçant, parfois, on les trouve un peu stupides, on les trouve un peu ignorants, mais au pire, au minimum, on apprend des choses et ça nous enrichit pour ensuite, dans la perspective potentiellement plus tard, de les persuader. Et aussi, on comprend mieux sociologiquement comment les gens fonctionnent. Et du coup, on devient plus capable d'expliquer leur comportement, leur vote, etc. La remarque s'applique aux électeurs FN, par exemple. Il faut aller interagir avec les électeurs FN, comprendre leurs peurs, comprendre leurs raisonnements, comprendre leurs espérances, si on veut combattre le phénomène du FN. Effectivement, c'est vrai qu'il faut chercher à comprendre les motivations et qui peuvent être finalement assez complexes sur le plan psychologique parce que souvent, je pense qu'on a peut-être tendance à trop voir les choses d'un point de vue trop rationaliste, surtout quand on est renseigné, que je sais pas, qu'on a essayé de faire un certain travail de recherche et on a du mal à comprendre, mais moi j'ai bien taffé mon truc, j'en suis arrivé à telle conclusion, pourquoi les autres ne font pas la même? Et on peut se dire, mais pourtant, les gens, si on est très rationaliste, on pourrait dire, mais les écolos, si leur but c'est vraiment un monde, je sais pas, qui sont vraiment très préoccupés par le changement climatique et tout, mais pourquoi ils admettent pas les contre-arguments sur le nucléaire, les gens qui veulent un monde avec, je sais pas, moins de précarité, tout ça, mais pourquoi ils votent FN? Ça n'a pas de sens. Et en fait, si on raisonne comme ça, effectivement, ça ne nous permet pas vraiment de comprendre les mécanismes qui font bah, que les gens votent ce qu'ils votent. Et typiquement, j'aime bien l'exemple du nucléaire parce que si on regarde qui est pour le nucléaire dans les partis,
En fait, c'est des gens qui sont pour ou contre le nucléaire maintenant et qui l'étaient déjà avant. La gauche, en fait, ils sont, sont anti-nucléaires, j'imagine surtout parce qu'en fait, ils le sont un peu historiquement. Et qui est pro-nucléaire à gauche? Ben, le PCF, qui est justement pro-nucléaire depuis longtemps. Donc, il y a vraiment un certain un conservatisme de certaines idées quand même. Je pense pas que les gens aient une position donnée parce qu'ils ont eu une position donnée avant la plupart du temps. Enfin, il y a des phénomènes, tu as raison, d'engagement, il faut rester fidèle à un électorat, ne pas avoir l'air d'être hypocrite ou d'être une girouette et tout ça. Ça existe en politique, c'est important bien sûr, mais la plupart du temps, les gens, je pense, restent sur des positions idéologiques données parce qu'en fait, leurs croyances restent les mêmes. Et souvent, ces croyances, elles sont intuitives. Tu vois, la plupart des croyances politiques qui amènent les gens à avoir des convictions très fortes sur les questions sociétales et politiques, elles sont intuitives, elles font sens, tu vois, elles coulent de source un peu, elles sont assez convaincantes, au moins superficiellement, et du coup les gens s'abandonnent à ces convictions. Mais tu as raison, sur le nucléaire par exemple, gauche et droite vont avoir pas la même vision des mécanismes qui relient mise en place du nucléaire et conséquences écologiques. La gauche va penser avant tout aux déchets par exemple, et dire oh là là c'est terrible les déchets, c'est très très dangereux, c'est incontrôlable et tout. La droite va penser peut-être un peu plus, ou le centre, ou la gauche un peu plus peut-être techno-optimiste, ou un peu plus pro-nucléaire, elle va penser, mais non, non, mais pensez d'abord à l'efficacité du nucléaire. Ça va nous permettre de générer des mégawatts à toute vitesse en réduisant notre empreinte carbone, et ça va réduire, par exemple, la demande pour des terres rares et des métaux rares qui seraient par ailleurs requis pour les panneaux solaires et les éoliennes. Et en fait, chacun a un modèle mental différent de si tu mets en place X, qu'est-ce qui se passe au niveau Y? Et souvent, en fait, pas toujours, mais souvent, chacun a des assez bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Tu vois, chacun a en tête des mécanismes qui sont plausibles, et voire même qui sont réels. Et du coup, la question pour les sciences sociales et pour les gens qui veulent un peu rationaliser le discours politique, enfin le rendre un peu plus peut-être evidence-based, scientifique, un peu plus raisonnable et tout, c'est d'aller regarder, bah, il faut aller regarder les données. On fait des expériences, on regarde ce que les économistes trouvent, on regarde ce que les psychologues trouvent, on regarde quels sont les impacts des politiques publiques, et on essaie de faire des études à peu près contrôlées sur l'impact de la mise en place de telle politique et ses conséquences. Et on essaie d'avancer en regardant le meilleur état de l'art scientifique disponible à un moment donné, quoi. On ne se base pas sur l'intuition, on regarde de ces mécanismes qui s'opposent et qui sont des plus et des moins pour les différentes sous-cultures politiques, lesquels dominent, lesquels l'emportent. Est-ce que les écolos ont raison que le plus gros problème, c'est les déchets? Ou est-ce que les plus techno-optimistes ont raison que le plus gros argument en faveur du nucléaire, c'est la réduction des émissions et c'est l'efficacité à produire de l'électricité? Il faut essayer d'aller regarder les données autant que possible. Il ne faut pas se baser sur les intuitions. Après, bien sûr, cet appel là un peu naïf que je fais, il est extrêmement compliqué par le fait que beaucoup de ces réponses sont difficiles à produire. On ne peut pas avoir des études parfaitement contrôlées des conséquences économiques, des politiques, etc. Il y a toujours plein de variables qui viennent polluer, etc. Donc c'est difficile de mesurer, de quantifier, de faire de l'inférence causale, comme on dit en science. Et aussi, bien sûr, beaucoup de ces conséquences, elles sont dans le futur, donc on ne peut pas les connaître. Genre les conséquences à long terme, dans 200 ans des déchets, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'on est évidemment totalement d'accord qu'il faudrait qu'on fasse ça, mais en pratique, je pense que tout ce dont on est en train de parler, donc les mécanismes psychologiques, font que, en pratique, c'est pas si évident de le faire. En regardant ton site, justement, j'ai parcouru quelques articles que tu as partagés, et il y avait notamment un article qui disait que donc les votes, en fait, sont pas forcément vraiment basés sur les conséquences précises des programmes, etc., mais plus sur d'autres raisons, comme par exemple l'appartenance des groupes. Donc, je fais référence à un article de David Pinsoff et autres, qui est donc un chercheur Ouais, en ouais. psychologie qui a fait le jeu Cards Against Humanity, qui a donné en France Blanc Manger Coco et, et Limite Limite. Et du coup, il écrit que, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser spontanément, les idées politiques, elles ne découlent pas tellement de valeurs morales ancrées, mais plutôt de structures d'alliances et de rivalités politiques qui vont varier suivant les contextes culturels, historiques. Et du coup, pour mobiliser leurs alliés politiques, en fait, les gens, ils vont générer des récits en fait qui font appel à des raisonnements et des principes ad hoc, donc c'est-à-dire qui se justifient a posteriori, quoi. On a déjà nos idées, nos groupes à défendre, et on va ensuite justifier ça avec des arguments ensuite, quoi. Ouais, totalement. Tu es d'accord avec cette analyse qui est faite là, ou par David Pinsoff, ou pas entièrement? J'aime bien, mais je pense que c'est un peu réductionniste. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu de la publication académique, c'est toujours que tu présentes des théories qui font un peu des propositions audacieuses et qui sont toujours un petit peu réductionnistes ou réductrices, inévitablement. Une théorie qui serait absolument exhaustive de tous les facteurs qui jouent un rôle dans, en l'occurrence, les croyances politiques, elle serait pas publiable parce que ce serait un article beaucoup trop long et dont le message serait trop dilué. Donc évidemment, par construction, on se focalise sur un type de facteur causal pour publier un article. Et ça, Pinsoff, il le sait. Donc la thèse de Pinsoff, c'est un peu l'idée que ce qui préoccupe vraiment surtout les gens, en fait, dans leur inconscient un peu cognitif, quand ils prennent des positions politiques, c'est de, en gros, d'aider un peu les groupes qu'ils aiment bien et d'emmerder les groupes qu'ils aiment pas.
C'est un peu l'idée que la société elle est structurée en grandes alliances entre des groupes. Aux États-Unis, donc c'est le cas qu'il étudie lui, tu as par exemple, je sais pas moi, les Noirs, les Latinos, les bobos de gauche, les LGBT, et puis des institutions qui sont perçues peut-être positivement par les démocrates et la gauche, comme, je sais pas moi, le New York Times ou des choses comme ça. Et puis à droite, tu aurais l'industrie pétrolière, le lobby des armes, les républicains, certaines églises évangélistes conservatrices, et puis d'autres groupes encore, qui sont plutôt un peu les amis des conservateurs, par exemple. Bon, c'est un peu caricatural, mais on pourrait imaginer qu'il y a un peu ça, comme ça. Et en fait, quand les gens prennent des positions politiques, quand ils disent qu'ils sont pour ou contre la guerre en Irak, ou qui sont pour ou contre la liberté ou l'égalité, qui sont pour ou contre le racisme, etc., en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est un peu de promouvoir dans la société la diffusion d'idées qui vont aider leurs amis et qui vont faire chier leurs ennemis. Ils vont diffuser des idées, des récits, ils vont affirmer une adhésion à des principes politiques qui promeuvent les intérêts des groupes qu'ils aiment bien, mais qui empêchent les intérêts, enfin, qui sont un peu plus de l'ordre de l'obstacle pour les intérêts des groupes qu'ils n'aiment pas. Par exemple, ils vont dire qu'ils sont pour l'égalité parce que les gens qui sont en bas de l'échelle, eh ben, ils ont intérêt, du coup, si l'égalité est instaurée, ils y ont intérêt parce qu'ils vont remonter un peu dans la hiérarchie sociale. Donc, par exemple, quand tu es un ami des groupes des minorités, bah oui, tu es pour l'égalité parce que tu es pour, en fait, la promotion des groupes dont tu penses qu'ils sont désavantagés maintenant. Si tu es un ami un peu plutôt du patronat, de la bourgeoisie, etc., tu vas dire que tu es pour la liberté parce qu'avec les notions de liberté d'entreprendre, tu vas permettre, par exemple, à des gens qui sont déjà un peu favorisés et que tu préfères, de défendre leurs privilèges et même de continuer leur ascension. Et une fois que les gens ont comme ça un peu comme ça des préférences un peu intuitives, un peu inconscientes pour certains groupes, en fait, ils vont essayer rhétoriquement de dire qu'ils défendent des principes moraux universels de manière impartiale, pas du tout parce que c'est ancré dans l'intérêt particulier ou parce qu'ils veulent aider tel ou tel groupe, mais parce que c'est au nom de la justice universelle. Mais en fait, ces principes de justice universelle, ils vont les appliquer de manière partiale. En fait, ils vont appliquer un peu des doubles standards. Ils vont les appliquer clairement quand ça permet d'aider leurs amis politiques et moins quand ça permettrait d'aider leurs amis politiques. Donc, je ne sais plus trop quels exemples il donne, mais il va dire par exemple, bon, bah, on est pour la défense des personnes et de la vie. Par exemple, ça c'est un truc que va invoquer un conservateur pour défendre l'armée et les soldats américains, mais si c'est pour protéger les victimes de la guerre d'Israël en Palestine ou les victimes irakiennes de la guerre américaine en Irak, bah là on s'en fout un peu plus des droits humains. Ou alors on va dire que, par exemple, on est inversement à gauche, voilà, on est pour l'intégrité des personnes et le respect des personnes. Quand ça permet de critiquer les policiers racistes et de défendre les intérêts de la communauté noire. Mais par contre, si les policiers sont pris pour cible par une mob d'extrême gauche, là, on s'en fout un peu plus de respecter leurs droits humains fondamentaux, tu vois. Donc, un peu cette idée que chacun va appliquer un peu des doubles standards en faisant mine de ne pas les appliquer quand ça arrange le camp politique qui préfère. Et un des arguments de Pinsoft, c'est qu'en fait, les gens n'articulent pas ça clairement. C'est inconscient. C'est pas dit explicitement. Tu vois, la plupart du temps, les gens pensent sincèrement qu'ils défendent un principe de moralité universelle. Mais en fait, quand tu regardes comment ils appliquent ces comportements, ces principes, quand tu regardes comment est-ce que leurs principes sont appliqués de manière sélective, comment est-ce qu'ils trouvent toujours un peu des rationalisations pour évacuer la critique selon laquelle ils font des doubles standards, quand tu regardes comment est-ce que leur comportement ne se conforme pas toujours à leurs principes, etc., ça suggère en fait que ce que les gens sont en train de faire, c'est d'aider des alliés et d'emmerder des ennemis. Tu vois, c'est un peu ça. Donc moi, je pense que cette théorie, elle capture une bonne partie de la réalité du comportement des croyances politiques, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on les présente dans la communication, comment est-ce qu'on les utilise, etc. Et aussi comment est-ce qu'elles se comportent au niveau cognitif, au niveau privé de la tête, du cerveau. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça quand même. Il y a aussi, par exemple, je pense que je suis quand même un peu convaincu par des travaux comme ceux de Jonathan Haidt, etc., ou de Jesse Graham, qu'il y a aussi des différences peut-être de sensibilité morale un peu fondamentales. Aux États-Unis, par exemple, ça a l'air d'être en partie le cas, même si ces mesures-là ont été parfois contestées sur des bases méthodologiques, que peut-être la droite valorise un peu plus des valeurs de respect de la hiérarchie, de la communauté, ou des questions un peu de pureté, de défense de la religion, de pureté des questions de mœurs, etc. Alors que la gauche en fout un peu plus, elle est plus préoccupée contre la prohibition du mal, elle est plus préoccupée par des questions d'égalité entre les groupes, etc. Donc il est concevable aussi que gauche et droite, ou que en tout cas certains individus, varient quant au degré auquel ils sont sensibles à la menace, ou au degré auquel ils sont dégoûtés, ou au degré auquel ils ont des préjugés raciaux ou ethniques, etc. Et du coup, ces différences, je pense qu'elles expliquent aussi une partie de l'effet de la variance, comme on dirait en science, c'est-à-dire de cette diversité des croyances politiques que les gens défendent et développent. Voilà, je pense que c'est un mix un peu de différences de sensibilité fondamentale, un peu d'opportunisme, de qui est-ce que tu considères comme étant tes amis et tes ennemis,
d'intérêts particuliers, économiques, pas seulement économiques, aussi un peu reproducteurs. Par exemple, il y a les travaux de Peter de Cioli, Robert Kurzban ou plus récemment Jordan Moon, qui est un collègue à moi, qui défendent un peu que les gens, par exemple, les attitudes des gens par rapport à l'avortement, par rapport aux drogues, etc., peuvent être expliquées statistiquement, en partie au moins, par le type de forme de vie qu'ils vivent et par le type de stratégie reproductive qu'ils ont. C'est-à-dire, par exemple, des gens qui sont reproduits assez tôt dans leur vie, qui sont mis en mariage, qui ont une famille nombreuse, etc., ils ont moins intérêt à ce que des valeurs ou des pratiques comme, je sais pas moi, les drogues, peut-être de la musique rock délurée dans les années 50 ou des lois qui sont très permissives par rapport à l'avortement, ils ont moins intérêt à ce que ces normes s'imposent dans la société parce qu'ils ont l'impression que ça diminuera un peu les coûts d'accès à la sexualité, ça rendra les gens un peu moins capables de réduire, de contrôler leurs pulsions, etc. Et ça contribuera un peu à une diffusion d'une culture un peu hédoniste qui peut menacer le couple traditionnel, posé, monogame, avec des enfants, etc. Et inversement, les gens qui sont encore singles assez tard, jusqu'à 35 ans, qui éventuellement sont polyamours, etc., pour prendre un exemple caricatural, vont être beaucoup plus dans le soutien de ces valeurs-là, parce que eux, ils s'en foutent en fait que la société soit plus permissive du sexe, ils sont même contents que ce soit le cas, et du coup, vivent les drogues, vivent les relations potentiellement à plusieurs, vivent des lifestyles, des formes de vie et des pratiques culturelles qui amènent les gens à être un peu moins coincés parce que de toute façon, eux, ils ont un bénéfice à ça. Voilà, donc, il y a probablement énormément de facteurs qui jouent un rôle dans l'explication des créances politiques et des attitudes par rapport aux questions un peu sociétales. Je dirais, voilà, intérêt particulier économique, intérêt reproducteur, une différence de sensibilité morale fondamentale et perception de logique d'alliance et quel groupe tu veux favoriser, quel groupe tu veux empêcher de progresser dans la société. Et sans doute d'autres facteurs encore. Il y a des auteurs qui pointeraient par exemple l'influence de certains facteurs génétiques. Il y a toute une génétique comportementale des attitudes politiques où on montre qu'il y a certaines séquences de gènes, certains paquets de gènes qui corrèlent avec plus de probabilité d'aller voter, par exemple, une participation politique, plus de probabilité d'être à gauche ou à droite, etc. Enfin bon, il y a énormément de facteurs, c'est très multifactoriel. Et la théorie marxiste selon laquelle c'est juste une affaire d'intérêt économique de classe, elle capture une partie de l'effet, mais elle est trop simple. Et celle de Pinsoff, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec celle de Marx, elle est aussi, je pense, un peu trop simple. Et c'est des théories qui permettent quand même d'expliquer pas mal de choses, mais il y a toujours plein d'autres facteurs à prendre en compte si on veut vraiment une analyse complète, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. J'ai Ouais. conscience que ces travaux que j'ai mentionnés sur la génétique comportementale des études politiques et par exemple les analyses sur comment les stratégies reproductives influencent les attitudes par rapport aux drogues, par rapport à l'avortement, etc. Ça, c'est très nouveau dans le contexte français. Je pense que tes auditeurs, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Personne en France ne bosse avec ces approches exactement. Vu que tu avais dit tout à l'heure que tu avais quand même pas mal discuté, notamment avec voilà, des gens qui ont tout un tas d'idées diverses et que tu avais discuté avec des électeurs RN, je sais pas si tu veux en dire quelques mots parce que bah, notamment là, vu qu'on parlait tout à l'heure de ma vidéo, donc pour contextualiser, pour les gens qui ne l'ont pas vu, donc en gros, ce qui est toute une argumentation qui explique en quoi, on va dire, bah, en quoi le RN bah, vote plutôt contre l'intérêt de la majorité de la population, voilà pourquoi, regardez, sur l'écologie, ils votent contre tout un tas de trucs qui pourraient être positifs. Et effectivement, comme tu disais, si on ne prend pas vraiment en compte bah, le modèle de pensée des gens, c'est vrai que ce genre d'arguments, ils peuvent en fait ne pas être très convaincants. Je sais pas, est-ce que tu veux développer un peu ce que tu as aperçu de le mode de pensée chez les électeurs RN avec qui tu as discuté et pourquoi, par exemple, les arguments sur regardez, le RN, ils votent pas comme pour vos intérêts, pourquoi ce genre d'argument, c'est pas très convaincant? Alors, je dirais pas que j'ai parlé de manière systématique comme un terrain sociologique avec des électeurs RN, d'accord? Donc, je dis pas ça. Je suis pas du tout un sociologue du RN ou j'ai pas fait d'interview en profondeur avec des électeurs RN. Donc, je m'avancerai pas autant, mais j'ai quand même une petite idée un peu de ce pourquoi les gens votent RN. Mais encore une fois, je suis pas un spécialiste de cette sociologie électorale-là. Il y a plusieurs trucs. Il y a des théories naïves, économiques, un peu intuitives, mais peut-être un peu fausses, selon lesquelles, voilà, plus d'immigrés, donc plus de chômage pour nous, parce que directement, ils vont nous piller nos jobs. Une espèce voilà, de relation un peu, presque un peu hydraulique, quoi. Input, output, ça rentre, ça sort pour nous. Bon, voilà. La réalité statistique est plus complexe que ça. Il faut aller regarder ce que les économistes disent sur la relation entre immigration et emploi, et elle est absolument pas aussi linéaire que ça. Donc, les théories économiques naïves, c'est important, je pense. Théorie naïve, théorie économique un peu de sens commun, qui peuvent être un peu fausses, parfois vraies, mais un peu fausses. Un truc qui joue un rôle dans la xénophobie, donc c'est un aspect peut-être de la séduction que le RN exerce sur les gens, c'est le fait que nos cerveaux ils sont vachement câblés pour la menace sociale. Tu vois, on a passé des millénaires de vie en groupe dans lesquels il fallait se prémunir de la présence de potentiels freeriders, tricheurs dans le groupe qui, en gros, bouffent les ressources de la communauté mais sans beaucoup contribuer, ou de la menace de groupes rivaux qui vont nous envahir ou qui vont nous attaquer, etc. Et du coup, c'est tout à fait adaptatif d'avoir des mécanismes de détection de la menace sociale, de la menace humaine qui sont très sensibles. Et ces mécanismes, une fois qu'ils sont un peu des biais cognitifs profonds de la nature humaine, ils sont disponibles
pour que des entrepreneurs idéologiques, des politiciens d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, je ne sais quoi, viennent un peu les exploiter par des discours médiatiques, de propagande, qui souvent tu vois, dramatisent complètement le problème des effets néfastes de l'immigration, dramatisent complètement sur la proportion à venir d'immigrés dans la population, etc. Enfin, commettent toutes sortes d'exagérations, mais qui viennent un peu surfer sur des pentes naturelles de l'esprit que tout le monde a plus ou moins. En fait, moi, j'aurais tendance à dire qu'on est un peu câblé pour la xénophobie. Ça veut pas dire qu'on est câblé pour le racisme et pour l'intolérance, mais il y a une préparation cognitive de l'esprit humain pour la xénophobie. Et aussi longtemps que les politiciens peuvent trouver des arguments un peu plausibles, tu vois, en apparence convaincants, sur l'idée que, ouais, ils nous piquent nos métiers, ils vont nous submerger démographiquement, ou alors leurs valeurs sont incompatibles avec celles de la République, ou de la France, ou du modèle laïque, etc. Perceptions qui parfois sont justifiées, hein. Moi, je pense qu'il y a parfois des problèmes de tension entre l'islam et la culture laïque mainstream française. Parfois, les immigrés créent du grabuge, parfois ils font des merdes, etc. Ça arrive. Mais tu vois, aussi longtemps que ces faits sont perçus et en mémoire dans la tête des gens, ils sont disponibles pour être exploités, exagérés par un discours un peu de propagande médiatique de l'extrême droite. Et ça permet du coup une espèce d'activation d'une prédisposition à la xénophobie qui est un peu là dormante en chacun de nous et qui demande un peu qu'à se manifester. Un des trucs importants aussi à mentionner sur la xénophobie, c'est que en France, vu notre histoire coloniale et migratoire, tu as une corrélation entre la couleur de peau des gens et leurs conditions socio-économiques. Et on sait que les conditions socio-économiques des gens influencent leur comportement. Si tu as vécu toute ta vie en banlieue dans une famille maghrébine ou africaine, où on t'a pas énormément amené à valoriser, je sais pas, l'école ou le respect peut-être de la loi, tu avais un parent absent, il y avait un deal de shit en bas de chez toi, etc. Il y a du stress, il y a peut-être eu des violences policières dans ta famille, tes parents sont au chômage, je ne sais quoi. Il y a des travaux qui suggèrent que ce genre d'environnement un peu dur active un peu une psychologie un peu plus court-termiste, un peu plus impulsive, qui va être un peu moins tournée vers l'investissement dans l'éducation, qui va valoriser un peu moins la santé et qui va peut-être valoriser un peu moins la coopération avec la société blanche, française, traditionnelle. Tu vois, peut-être un peu moins de civisme. Et du coup, si tu as des différences d'environnement économique et social comme ça qui existent, et que la couleur de peau des gens est corrélée à ça, c'est plus souvent des gens maghrébins ou noirs qui sont dans ces environnements-là que des gens blancs. Et ben du coup, il faut s'attendre à ce que dans l'esprit humain des passants, des gens, et en particulier de la majorité blanche, ces corrélations soient remarquées et qu'elles nourrissent un peu le racisme, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens font une association d'idées entre la couleur de peau et certains comportements, comportements qui sont surtout générés par les conditions sociales et économiques de développement des gens, de leur socialisation, de leur environnement et tout. Mais les gens peuvent avoir un peu l'impression que c'est leur race ou leur ethnicité qui cause ça, et ça nourrit le racisme. Ça peut nourrir un racisme un peu biologisant et assez dangereux. Ça serait que c'est important effectivement à dire que évidemment qu'il y a des variables biologiques, hein, on a notre corps qui est biologique, donc c'est logique qu'il y ait une biologie qui y joue. Il y a des différences effectivement interindividuelles sur tout un tas qui peuvent expliquer des comportements, mais en tout cas il n'y a pas de là ça c'est là que ça peut être un peu compliqué. Il y a plus de différences entre on va dire interindividuelles au sein même d'un certain groupe, au sein d'un pays, que finalement dans la moyenne de ce groupe-là par rapport à un autre. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait effectivement des différences interindividuelles. Tu te places à un niveau génétique là, c'est ça? Ouais, c'était pour dire qu'en fait, évidemment qu'il y a des différences biologiques, mais par exemple, il y a pas de différence biologique qui permettrait d'expliquer que, en fonction du pays dans lequel tu es né, tu serais plus violent ou quoi. Ça, on n'a pas de raison de penser qu'il y ait des différences biologiques qui permettent ça. Et là pour le coup, parce qu'effectivement, il y a des différences biologiques à l'échelle individuelle qui peuvent expliquer certains comportements, mais pour expliquer les comportements de tout un groupe, là, la biologie, elle nous dit pas, elle n'est pas si utile dans ce cas-là, quoi. Ouais. Passionnant et très complexe sujet qu'est celui de la race ou de l'ethnicité. Donc, je sais qu'en France, c'est assez politiquement incorrect d'utiliser le mot race, mais moi, je pense que c'est important de le faire parce que on le fait dans les sciences sociales internationales et en anglais sans problème, on dit race, et ça permet d'unifier un peu le vocabulaire. Donc, tu as raison. D'un point de vue génétique, apparemment, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que les généticiens disent, on ne peut pas vraiment arriver à identifier des gènes ou des paquets de gènes qui seraient présents dans tous les membres d'une ethnicité et absents de tous les membres d'une autre ethnicité, etc. Il y a beaucoup de criss-crossing, c'est très confus, etc. On n'arrive pas trop à identifier les bases génétiques de ce qu'on appelle la race, donc un peu de la couleur de peau, l'ethnicité. Et effectivement, tu as raison, on n'a pas pour l'instant, dans l'état des connaissances actuelles, et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle, on n'a pas de preuve que telle ethnicité, tel flux de population génétique ait des caractéristiques psychologiques différentes, des traits moraux, des traits de personnalité différents des autres ethnicités. Donc en ce sens, la race n'a pas énormément d'existence biologique génétique, il n'y a pas de lien causal entre les gènes et le comportement, qui soit au niveau des différences intergroupes, au niveau intragroupe entre les individus, oui, mais pas entre les différences intragroupes. Et voilà, et par contre, il y a quand même une perceptualité, une science visuelle de la race, et du coup, aussi longtemps que tu as une corrélation entre l'ethnicité des gens et les conditions socio-économiques ou culturelles dans lesquelles ils sont développés, et que à ces conditions socio-économiques et culturelles différentes sont associées des différences de comportement, de valeurs, de civilité, de religion, de à quel point ils aiment la France ou ils la rejettent, ce genre de choses, et ben, il faut s'attendre, malheureusement, parce que c'est comme ça que la cognition humaine fonctionne. C'est une machine de prédiction, hein, la cognition humaine.
Il faut s'attendre à ce que l'ethnicité devienne un marqueur qui nourrisse des préjugés parce qu'en fait, les gens s'attendent à ce qu'en fonction de ta couleur de peau, on puisse faire des prédictions sur ton comportement, ta personnalité, ta conduite en société, ton degré, le degré auquel tu es coopératif, etc. Et du coup, il faut s'attendre à ce que malheureusement, il y ait un peu de xénophobie ambiante. C'est regrettable. Alors, comment combattre ça? En rappelant que l'individu, il n'est pas forcément identique aux stéréotypes de son groupe. En rappelant donc il ne faut pas discriminer les individus sur la base de leur groupe. En rappelant que malgré nos différences, on a une commune humanité. Il faut apprendre aussi à se respecter dans nos différences et il faut interagir et il faut voir que les gens des autres groupes ne sont pas des mauvais bougres et ne sont pas des connards, mais que la plupart du temps, ils sont des gens décents et bien intentionnés. Et en se rappelant peut-être aussi que on a une tendance, rappelons-nous, hein, la surdétection de la menace sociale, on a une tendance à un peu démoniser ou diaboliser les membres des groupes ennemis ou qu'on considère comme étant rivaux. Et on a tendance un peu à se représenter tous les membres du groupe rival comme étant à l'image de leurs membres les plus radicaux ou les moins civils ou les plus méchants. Donc, par exemple, ton paysan Front National du milieu de la France, il va croire que tous les Maghrébins sont des délinquants récidivistes parce qu'il va se représenter un exemplaire de ce groupe, quelques Maghrébins multirécidivistes ou fondamentalistes, et il va croire que tous les Maghrébins de la France sont comme ça. Du coup, il y a un peu cette tendance comme ça à surgénéraliser les pires exemples des groupes à l'ensemble du groupe et à penser que le niveau de mauvais comportement et aussi d'animosité, de haine de l'out-group, du groupe que tu n'aimes pas vis-à-vis de ton groupe, est beaucoup plus grand dans la réalité. Et de manière encourageante, d'ailleurs, ça c'est les travaux qui ont été faits en psychologie politique américaine, enfin en sciences politiques, quand tu informes les gens qu'ils ont une tendance à démoniser, à diaboliser plus que de raison l'autre groupe, quand tu informes les gens, par exemple les démocrates, que les républicains en fait ne les détestent pas autant que les démocrates pensent, et bien les démocrates se mettent à détester les républicains un peu moins. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu expliques aux gens que les gens sont mieux disposés à ton égard que ce que tu pensais, ton niveau de haine par rapport à ces personnes réduit. Parce qu'en fait, tu haïs ou tu détestes les gens parce que tu penses qu'ils te veulent du mal. Et si tu réalises qu'en fait, ils te veulent pas tant de mal que ça, tes sentiments à leur égard se réchauffent. Avec ce truc, tu disais qu'on a une certaine prédisposition finalement à la xénophobie, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les biais en deux groupes en fait, où effectivement, parce que dans qui on place dans notre groupe, si on place nous, Français, contre l'autre de tel pays, et hop, on les catégorise comme ça, ou qu'on dit les blancs versus les noirs, on peut facilement effectivement avoir une tendance finalement au racisme, à la xénophobie, comme ça qui peut facilement être exploitée, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est là que le terme de race sociale est intéressant aussi, parce que vu qu'on ne parle pas vraiment de groupe biologique, et c'est vraiment des perceptions, c'est là où les groupes sont saillants, c'est d'un point de vue de la perception sociale et de la catégorisation sociale, enfin, c'est quelque chose qui est intéressant dans la société, quoi. Je trouve le terme de race sociale, pour bien signifier ça, je trouve intéressant. Donc, je dis que la race est saillante au sens où il y a des différences, il y a un gradient de couleur de peau, il y a des traits morphologiques qui sont pas exactement les mêmes, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait quand même que la race, comme diraient les sociologues, est socialement construite. C'est-à-dire en gros, quel est le niveau de prestige de telle ethnicité par rapport à telle autre dans une société donnée est en partie un produit de l'histoire et des discours et de quel droit économique et juridique on a donné à tel autre, etc. Tu vois. Quand la France décide de donner un statut politique aux juifs ou pas, c'est un peu pour les déplacer dans la hiérarchie un peu des groupes ethniques dans la société. Donc il y a un peu des actes comme ça juridiques et politiques, ou des discours de propagande, ou des discours politiques, etc., par des politiciens, qui peuvent influencer un peu le statut relatif des communautés. Et du coup, en ce sens, il y a une construction sociale un peu de la race, au sens où il y a une construction sociale du prestige attaché à chaque race. Mais cette construction sociale, elle affecte pas forcément tant que ça la perception de la couleur de peau, mais en tout cas, elle affecte un peu l'aura de prestige associée au fait d'être dans telle ou telle communauté. Donc oui, il y a quand même quelque chose comme une construction sociale de la race. Ce qu'elle affecte aussi, c'est en fait, il y a tout un tas de différences biologiques entre les individus. On pourrait catégoriser sur plein de critères, mais c'est aussi le fait de pourquoi on catégorise sur ces traits-là. Parce que par exemple, personne fait des groupes sur la taille des oreilles des gens. Voilà, il y a des trucs un peu anodins. Et je pense que si on catégorise sur certains critères biologiques et pas d'autres, c'est quand même pas anodin socialement, quoi. La raison dans Mm. une large mesure, c'est que la couleur de peau, comme je te disais tout à l'heure, est corrélée à des environnements socio-économiques donnés. Et elle est Mm. corrélée à des comportements. Genre la taille des oreilles ou est-ce que ton lobe est collé à ton cou, c'est pas du tout corrélé à ton niveau de civilité. En revanche, ta couleur de peau, elle est en moyenne corrélée à tes valeurs, à ton attitude par rapport à l'islam, à ton attitude par rapport à l'école républicaine, parce qu'il y a une histoire des migrations et du colonialisme en France, telle que on a recruté de la force de travail d'Afrique et du Maghreb après la guerre, on les a parqués dans des banlieues, ils sont plus pauvres aujourd'hui, ils ont moins de capital, il y a quelque chose comme un racisme un peu structurel, ou en tout cas une inégalité raciale structurelle, etc. Et tout ça a des rippling effects de long terme qui expliquent qu'on ne vit pas dans les mêmes environnements en moyenne quand on n'a pas la même couleur de peau. C'est pas la couleur de peau qui cause ça, c'est la classe, c'est le positionnement social Mm. qui est corrélé à la couleur de peau en raison de l'histoire des migrations et qui ensuite explique des différences de comportement et du coup qui alimente des perceptions selon lesquelles
le petit blanc de Neuilly est un meilleur citoyen que le rebeu de, je sais pas moi, d'Aubervilliers, tu vois. Ça, tu penses que c'est un discours que les électeurs RN en général pourraient être réceptifs à ce genre de discours ou pas trop? Une excellente question. Je pense qu'il y a une très intéressante étude à faire. D'ailleurs, tu m'as littéralement donné une idée pour une étude. Il y a une intervention très intéressante à faire en sciences politiques et en psycho dans le contexte français, qui consisterait à essayer d'expliquer dans des termes simples ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, que nos perceptions de la race sont dans une très large mesure confondues ou corrélées à des perceptions de la classe sociale et du comportement. Et ça serait intéressant de voir si ce petit discours peut amener les gens un peu à se rendre compte un peu plus qu'en fait le racisme est une forme de classisme et que c'est pas vraiment l'ethnicité qui est en faute, mais c'est plutôt des conditions matérielles d'existence qui génèrent certains comportements et certaines attitudes. Ce serait intéressant de voir ça. Ça peut réduire un peu la xénophobie que d'expliquer ça aux gens. Je ne sais pas. Sur l'explication de pourquoi on a telle ou telle idéologie, de pourquoi on vote, tout à l'heure, tu as parlé de propagande, voilà, comment l'extrême droite pouvait instrumentaliser. Actuellement, on a, quand je pense à propagande d'extrême droite, je pense notamment à tous les médias, à CNews, voilà, avec Pascal Pro ou Zemmour à la télé. Bon, notamment depuis que Bolloré, on va dire, a construit un peu son empire médiatique, tout ça, on a vraiment tout un tas de discours hyper stigmatisants, des gens qui peuvent dire même n'importe quoi, mais voir des mensonges à la télé comme ça, sans contradiction. C'est assez intuitif, c'est un discours assez partagé de dire que ça a quand même sûrement une grosse influence. Est-ce que tu partages l'idée que ça a une grosse influence dans le contexte dans les idées, on va dire dans le champ politique actuel, ou est-ce qu'on le surestime? Oui, oui, ça a tout à fait l'influence. Alors là encore, petit caveat, je ne suis pas un sociologue des médias français. En plus, j'ai vécu 3 ans au Danemark récemment, donc je ne suis pas hyper au fait des dernières tendances du développement du paysage médiatique, même si j'ai bien sûr conscience que l'Empire Bolloré s'étend et qu'il diffuse des idées très à droite à la radio et la télé. Donc oui, pour expliquer la xénophobie, je dirais biais cognitif universel de sensibilité à la menace, corrélation entre la classe sociale et du coup des comportements que les gens remarquent, observent, et du coup ça nourrit un peu l'idée que la race explique le comportement, donc racisme. Et troisième élément, très important, tu as raison, la diffusion à travers un nombre croissant de sources d'informations, de discours xénophobes ou de discours critiques de l'immigration, que sais-je. S'il y a un plus grand nombre de radios qu'avant et de chaînes de télé qui diffusent des discours très à droite, très pessimistes sur les effets de l'immigration, évidemment ça va avoir un rôle causal sur la pensée des gens, sur leurs attitudes et sur leur vote. Parce qu'en fait, ça va juste banaliser, ça va diffuser dans l'environnement et ça va banaliser par un effet d'exposition répétée. On sait qu'un énoncé, quand il est répété plein de fois, paraît plus familier, paraît plus plausible, paraît plus vrai, paraît plus juste. Et du coup, oui, il y a quelque chose comme une espèce de disponibilité dans l'environnement, de disponibilité écologique, on pourrait dire de diffusion écologique de ces idées xénophobes, qui a un effet de persuasion. Ouais. Plus de sources médiatiques et de politiciens qui vont les diffuser, qui vont les balancer. Et ensuite, les gens les entendent et ils rediscutent informellement entre eux, avec leurs potes, avec leurs collègues, ce genre de choses. Et du coup, tu as une plus grande voilà, banalisation ambiante de ce genre de discours. C'est un argument qui est, là encore, main tendue aux sociologues. C'est un argument qui est développé notamment par un sociologue assez jeune qui s'appelle Félicien Faury, si je ne me trompe pas, qui a fait une étude Ouais. de terrain sur le Front National récemment. Alors lui, il ne partage pas mon approche cognitive du politique, mais il serait d'accord aussi pour dire que, enfin c'est ce qu'il dit dans son étude, il serait d'accord pour dire que voilà, dans ces villages du sud de la France, c'est devenu banal de se plaindre de la xénophobie des étrangers, etc. Et du coup, les gens sont constamment un peu exposés à ce genre de discours, ils baignent dans une espèce de bain xénophobe, et c'est devenu très normalisé, c'est très très normal. Alors qu'au contraire, dans la société parisienne un peu d'élite, bobo, plutôt de gauche que je fréquente moi, eh ben, c'est très très mal vu de dire quoi que ce soit de critique sur l'immigration, tu te fais facilement accuser de racisme, etc. etc. Et du coup, tu as le phénomène inverse, tu as une espèce de non-disponibilité environnementale, de non-diffusion dans l'environnement, de la communication, etc., d'idées qui seraient propices à critiquer l'immigration ou qui seraient propices à faciliter le vote FN. Et du coup, on est un peu immunisé contre ce problème-là. Ça crée d'autres problèmes. Ça crée d'autres problèmes. Les autres problèmes, c'est que les gens peuvent finir par devenir presque un peu aveuglés au fait que, au moins parfois, l'immigration peut poser des soucis ou qu'il peut y avoir des tensions avec la société majoritaire, etc. Donc, toi, tu as un peu une espèce de phénomène aussi de hier inverse où, parce que c'est tabou de dire ça et comme on l'entend rarement, c'est risqué de le dire et du coup, les gens peuvent un peu mettre sous le tapis certains dysfonctionnements sociaux qui peuvent parfois exister associés à l'immigration et tout. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça ne diffuse pas le racisme, quoi. Oui, j'imagine que l'inconvénient, ça peut être que du coup, si jamais on n'est jamais exposé du coup aux inconvénients, peut-être que les gens de droite du coup vont dire ah mais ils refusent tout et du coup ils vont nous voir comme irrationnels, alors que Exactement. le discours rationnel à avoir, ça serait pas juste de nier tous les problèmes, ça serait juste de faire une balance et de dire ah non, si on fait la balance bénéfice-inconvénient, bon bah il n'y a pas de problème particulier. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut regarder aussi le positif, quoi. Pourrais pas être plus d'accord qu'avec ce que tu viens de dire. Un des risques, tu vois, ça nous rattache à ce qu'on disait plus tôt sur les chambres d'écho, les œillères, l'isolement, dans le tribalisme politique, etc. Les gens, souvent sur la base de bonnes intentions, veulent se fermer à des idées qu'ils pensent dangereuses, disent non, non, ça, il faut pas le dire, il faut pas dire que
l'islam, l'immigration, ça peut causer des problèmes au moins parfois, parce que c'est raciste, c'est méchant, machin. Ok, ça part d'une bonne intention, c'est très bien. Mais du coup, ça peut avoir l'effet inconvénient un peu d'isoler les gens cognitivement à la reconnaissance de certains faits, de certaines difficultés. Et quand du coup, ces gens-là sont entendus ou communiquent avec des gens qui sont de l'autre côté, tu vois, de la barrière partisane politique, qui eux, au contraire, sont vachement obsédés par les problèmes de l'islam et de l'immigration, eh ben, ils vont se faire accuser d'être des bénis oui-oui, d'être dans le déni, d'être de mauvaise foi, etc. Et du coup, chacun va s'accuser mutuellement d'être un peu des empêcheurs de tourner en rond, d'être des chiants, d'être des gens qui s'opposent un peu à la résolution de problèmes sociaux, parce qu'en fait, les deux groupes politiques ne voient pas les mêmes choses comme étant des problèmes prioritaires. Et chaque groupe politique a un peu tendance à nier l'existence des problèmes que l'autre groupe perçoit comme étant des problèmes. Et potentiellement, voilà, le débat peut se scléroser et ça peut nourrir ce qu'on appelle un peu la polarisation affective, c'est-à-dire un peu la défiance mutuelle, la haine mutuelle, le mépris mutuel. En gros, ces gens-là, ils sont vraiment trop cons, ils reconnaissent pas un problème qui est évident, ils coopèrent pas avec nous, ils sont pas foutus de reconnaître que c'est un souci. Et du coup, on pourra jamais avancer dans la résolution de ce problème. Et ça, je pense que c'est vraiment un souci. Et il faut essayer, du coup, voilà, de sans dramatiser, de reconnaître les problèmes là où ils existent et de les résoudre de manière le plus possible par concession, par conciliation, par concession dans un esprit un peu bipartisan. Et bon, ça, c'est mon côté un peu bisounours, tu vois. Je sais que ça marche pas comme ça, la compétition partisane en France et dans la plupart des pays, et c'est un peu naïf. Mais je pense qu'il faudrait développer un peu ce genre de mentalité un peu plus en tout cas. Pour rebondir sur ce côté média, donc là, je pensais aux médias télé, et après, si on va plus sur Internet, on a souvent tendance à se dire, ah, il y a plein de propagande aussi sur Internet, avec des sites de fausses informations et tout. Et toi, c'est un truc que tu avais dit quand tu étais passé sur la tranche en biais, et qui m'avait surpris et qui est assez contre-intuitif, où tu te dis, en fait, contrairement à ce que je pense beaucoup de gens pensent, et ce qui était mon cas, tu dis, en fait, on surestime le taux de fake news. Alors, évidemment qu'il y en a, évidemment qu'il y a plein de trucs faux sur Internet, mais il n'y en a pas autant que ce qu'on en pense la plupart du temps, quoi. Oui, non, il y en a globalement assez peu. Alors, en termes d'ordre de grandeur, tu vois, c'est typiquement moins de 5%, c'est plus autour de 1%, peut-être un truc comme ça. Et vraiment, les fake news complètement fabriquées qui disent n'importe quoi, diffusées par des sites qui produisent régulièrement des fake news, sont diffusées, mettons, à 95% par une toute petite minorité d'utilisateurs. Donc, tu vois, c'est très skewed, quoi. C'est toujours une petite minorité d'activistes un peu cyniques qui partagent le plus de le plus gros de la mésinformation, et la plupart des gens ne consomment pas beaucoup de mésinformations factuelles. Alors, quelques petites précisions. Qu'est-ce qu'on veut dire par fake news ou mésinformation factuelle? Ici, on veut dire des choses qui sont vraiment des purs mensonges fabriqués par des sites qui font de la désinformation intentionnelle. D'accord? Ça, c'est rare. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est des titres, des headlines, des déclarations politiques qui sont pas forcément factuellement fausses, mais qui sortent un peu l'information de son contexte, ou qui vont faire un peu du cherry picking, tu vois, qui vont se focaliser sur ce qui arrange bien les intérêts partisans d'un parti politique à un moment donné. C'est pas forcément faux, mais il y a une décontextualisation, ou alors on oublie cet élément, ou alors on réinterprète, on trouve d'autres causes au phénomène que les vraies causes, etc., etc. Ça, c'est très, très fréquent. Par exemple, je sais pas moi, il y avait le cas de la petite Lola, qui était une Française qui avait été apparemment assassinée et découpée en pièces en 2022, je crois, par une personne maghrébine qui avait une OQTF, qui devait partir de France, etc., etc. Et l'extrême droite s'en est emparée. Et du coup, là, dans ces cas-là, l'extrême droite invente pas forcément nécessairement de faits en disant que Lola a été tuée par une maghrébine, mais elle va décontextualiser l'affaire, ou elle va l'exagérer en disant ah bah voyez, c'est à l'image d'une tendance démographique et migratoire terrible qui nous menace, ça va se reproduire. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on peut considérer comme de la mésinformation ou de l'information trompeuse, c'est pas des choses qui sont factuellement fausses et inventées, c'est des choses qui sont utilisées de manière instrumentale et stratégique pour influencer l'opinion, souvent par décontextualisation, souvent par omission sélective, etc., etc. Et cetera. Et voilà, et c'est très préoccupant parce que c'est extrêmement difficile à combattre en fait. Les politiciens font ça non-stop, ils y ont intérêt. Les citoyens font ça non-stop. Je dirais même en tant que psychologue cognitif qu'on fait ça nous-mêmes en tant que citoyens ordinaires, un peu sans nous en rendre compte. Tu vois, en général, quand on parle de politique avec les copains, on exagère les choses, on rebalance, on retransmet ce qui est un peu croustillant, ce qui est un peu rigolo, on exagère complètement. On est rarement soi-même dans un rapport un peu impartial à l'information parce qu'on cherche à produire des effets de pertinence, on cherche à avoir l'air intéressant, on cherche à faire rire, on cherche à mobiliser les gens, à envoyer un peu des signaux d'alarme qui peuvent éventuellement motiver les gens à agir, à changer leur comportement, etc. L'information politique est fondamentalement stratégique, la communication politique est fondamentalement stratégique à tous les niveaux, chez les citoyens et chez les politiciens. Et du coup, combattre vraiment la mésinformation douce au sens d'information qui est un peu trompeuse, décontextualisée, exagérée, c'est vraiment ultra dur. Mais c'est possible. Il y a des fact-checkers qui existent sur les réseaux sociaux et sur les posts qui circulent en ligne de plus en plus. Il y a pas mal de journaux qui ont mis en place des services de fact-checking comme des décodeurs, etc. C'est très bien. Il faut promouvoir aussi des services de fact-checking, des débats politiques, je pense, pour pouvoir
online, en live, réfuter le bullshit de Macron et de Marine Le Pen et de Mélenchon. Je ne suis pas en train de dire que toutes les cultures politiques, tous les politiciens balancent du bullshit au même degré, hein. Il y en a qui le font bien plus que d'autres, Marine Le Pen bien plus que Macron, mais il peut arriver aussi que la gauche balance des fake news volontaires ou involontaires, ça peut exister. Et voilà. Donc oui, il y a quand même des efforts qui ont été entrepris par les journaux, par les réseaux sociaux pour un peu débunker l'information fausse ou pour notifier aux utilisateurs, il y a ça sur Facebook, il y a ça sur Twitter, il y a ça sur Facebook notamment, que certaines sources d'informations sont douteuses. Les boîtes de la tech ont pu entreprendre quelques pas dans la direction de faire ça, mais c'est pas suffisant et de toute façon, même si elles s'y mettaient à fond, ce qui est contraire de toute façon à leurs intérêts économiques, parce que ça réduirait l'engagement, même si elles le feraient, on ne pourra jamais supprimer complètement la mésinformation politique. Parce que dans son fond même, la communication politique est stratégique, elle cherche à influencer. Quand on parle de politique, on cherche à montrer des allégeances, on cherche à galvaniser des followers, on cherche à influencer des gens, etc. Et du coup, il y a toujours une dimension un peu cynique et un peu stratégique, pas forcément consciente d'ailleurs. Est-ce que tu comptes ça comme de la fake news, par exemple la diabolisation de la gauche qu'il y a eu en ce moment dans les médias, donc, parce que les médias, on va leur reprocher de diffuser les idées d'extrême droite, mais il y a aussi à l'inverse une diabolisation de la gauche pour empêcher les alternatives, quoi. Et je pense notamment voilà, comment toute la LFI qui s'est vue voilà, catégorisée comme maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent ah mais LFI sont antisémites, pro-Hamas, pro-terrorisme, et du coup ça, enfin, à moins que je me trompe, il me semble que ça se base sur rien. Est-ce que ça tu comptes ça comme de la fake news ou c'est plus de, enfin, je sais pas comment tu vois ça. C'est une question d'épistémologie complexe. Oui, je veux bien considérer ça comme de la fake news parce que c'est des exagérations et des simplifications considérables. Après, tu vois, il faut réfléchir à comment ça marche le langage et un peu la sémantique du langage. Dire les LFI, bon, ben, mettons, tu as deux, trois individus qui sont effectivement assez complaisants avec le Hamas, très, très anti-israéliens, très antisémites. Mettons, il y en a, tu vois. Moi, je pense qu'il y en a, mais mettons, il y en a. À partir de quand tu peux considérer que c'est les LFI qui sont comme ça, tu vois? Quel est le seuil à partir duquel une phrase généralisatrice est vraie? Quelles sont ses conditions d'application, tu vois, quelles sont ses conditions de vérité, comme on dirait en philosophie du langage, tu vois. Est-ce qu'il faut que 10% du groupe correspond à cette description? 50%, 70%, tu vois, c'est une question ouverte. Donc c'est une question de sémantique et d'épistémologie, il n'y a pas vraiment de réponse. Mais je pense que la plupart des gens auraient tendance à dire, bah non, si c'est une petite minorité du groupe, c'est faux de dire que c'est le groupe. Il faudrait qu'il y ait au moins quelque chose comme une majorité absolue. Là, on a discuté de comment on peut avoir tendance à réfléchir en politique, donc pas forcément de manière rationnelle. Et il y a quand même aussi tout un tas de processus psychologiques qui font que les idéologies elles vont se créer, mais elles vont aussi se maintenir. C'est qu'en fait, notre cerveau, il est quand même pas hyper bien câblé pour changer d'avis. C'est-à-dire qu'il y a plein, bon, il y a notamment le célèbre biais de confirmation. Je pense qu'il commence à être un peu connu. Voilà, ce truc où on a tendance à aller chercher les infos qui correspondent à ce qu'on pense déjà. Et après, il y a aussi, alors sur la chaîne, j'ai parlé à plusieurs fois de la dissonance cognitive et de la théorie de l'engagement. Donc, ce côté de plus on fait quelque chose, plus on va se persuader que oui, on a bien fait et plus on va aller dans ce sens et s'engager en fait dans nos actes, quoi. Je crois que c'est aussi d'ailleurs en lisant sur des articles sur ton site que je t'ai tombé sur, je ne sais plus quel auteur qui disait que voilà, on était finalement très motivé à partager des informations sélectives, partisanes, hostiles, voire fausses, à partir du moment où elles favorisent des convictions et une identité politique. Je ne sais pas à quel point tu es d'accord et à quel point ça te paraît expliquer les comportements et les attitudes des gens. Bah, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que, tu vois, on va utiliser l'information de manière stratégique et on va potentiellement, ça dépend de ton degré de cynisme, etc., et ton degré peut-être de conviction partisane, mais il y a beaucoup de militants politiques, de politiciens qui vont utiliser des informations qui savent fausses pour jeter le discrédit sur des groupes qu'ils n'aiment pas, ça peut être des calomnies, etc. Ils peuvent, ou alors utiliser des exagérations, tu vois, de numériques totalement exagérées qui vont servir leurs intérêts. Je sais pas si t'es très à droite, tu peux exagérer la proportion de crimes, de braquages, de bijouterie commis par des criminels noirs aux États-Unis, ou si t'es à gauche, tu peux exagérer instrumentalement la taille du gender pay gap, c'est-à-dire de la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et parce que tu vois, à chaque fois, dans un but de mobilisation, dans un but de discréditer les ennemis, dans un but d'appuyer sur la menace pour mobiliser les gens à prendre à se mobiliser contre ce que tu penses être un problème social pour le résoudre, etc. En fait, chaque groupe politique recourt à l'exagération stratégique et potentiellement, parfois, c'est rare que les gens manufacturent vraiment des informations fausses, mais ça peut arriver. En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt tirer de leur contexte ou exagérer ou se focaliser sur des exemples sortis de leur contexte qui ne sont pas représentatifs pour avancer comme ça leurs intérêts en diffusant des narratifs, des discours qui servent leurs intérêts. Tu parlais du biais de confirmation juste avant. Donc oui, le biais de confirmation, cette tendance qu'on a à donner plus de poids aux informations qui confirment les croyances qu'on a déjà, à un peu mettre sous le tapis les observations ou les arguments qui vont un peu contre nos convictions établies, etc. Éventuellement aussi à faire une recherche un peu sélective, biaisée de nouvelles informations en faveur de ce qu'on pense déjà, de ce qu'on croit déjà. C'est un des biais cognitifs les plus centraux.
Les scientifiques savent qu'il existe, c'est très important dans la pensée humaine, et du coup, on essaie de s'en prémunir en exposant ses travaux à la critique, en accueillant de manière la critique constructive pour essayer de dépasser nos propres œillères, etc., et améliorer la qualité des recherches. Les scientifiques font même des collaborations antagonistes, où tu vois, deux personnes défendent une théorie différente au niveau théorique, et ça collabore pour essayer de trouver la méthode qui permettrait de départager un peu les deux auteurs. Voilà, il y a la possibilité comme ça de surmonter un peu son biais de confirmation par le travail en commun et par la dialectique, par l'argumentation contradictoire. Des gens comme Hugo Mercier et Dan Sperber défendent l'idée que le biais de confirmation est en fait pas un bug du raisonnement humain, mais une propriété normale qui a été sélectionnée par l'évolution et qui nous permet en fait dans les discussions, dans les interactions sociales, d'être systématiquement un bon avocat ou un bon défenseur de son point de vue. Si tu es biaisé en faveur de toi systématiquement, ça te rend mauvais pour saisir les limites de tes positions et les contre-arguments, ok? Mais ça te rend très bon, très créatif pour systématiquement trouver une accumulation de raisons qui défend ce que tu penses déjà. Et du coup, dans une perspective de persuasion sociale où tu dois un peu pitcher ton point de vue, pitcher tes croyances politiques, persuader les autres que c'est pas de ta faute s'il y a un truc qui s'est mal fait ou que tu es un chasseur ou un guerrier ou un mari très rationnel et très compétent, et ben c'est avantageux en fait d'avoir un biais de confirmation. Voilà, et ils font la prédiction très intéressante qui est confirmée par leurs données que les gens ont un fort biais de confirmation quand ils sont dans la production d'arguments. Ils ne voient pas les limites de ce qu'ils défendent, ils ne voient pas bien venir les rebuttals et les contre-arguments. Et par contre, les gens sont beaucoup plus objectifs quand ils évaluent les arguments des autres. Parce que là, du coup, t'as plus vraiment, le but n'est plus de pitcher un point de vue qui est le tien, le but c'est de te méfier des autres qui pitchent leur point de vue et qui peuvent potentiellement te tromper. Donc du coup, tu deviens beaucoup bien meilleur, bien plus impartial dans l'évaluation des arguments des autres que dans tes propres arguments. Ils ont même une expérience assez intéressante où, je sais plus si c'est d'eux ou si c'est d'une autre bande d'auteurs, je me souviens plus, mais une étude dans laquelle le même argument est évalué de manière beaucoup plus critique quand il vient de quelqu'un d'autre que quand c'est toi qui le défends. Pour montrer un peu comme ça la symétrie argumentative. Le biais de confirmation n'est pas forcément un bug, il est possible, probable qu'il soit un de ces biais cognitifs, partie intégrante d'une large collection de biais cognitifs qui ont évolué pour en fait servir nos interactions sociales, le but de se produire comme un bon partenaire de coopération, loyal, rationnel et moral auprès des autres, pour être sélectionné comme ami, comme amant, comme collègue, comme guerrier, comme camarade. Et du coup, voilà, enfin, le son classique de la psychologie d'orientation un peu darwinienne et des sciences cognitives. Derrière une apparente irrationalité, il faut toujours se poser la question de en quoi est-ce que ce trait qui est apparemment un bug du traitement de l'information, une déviation par rapport à une norme de raisonnement établie, en fait peut être peut-être potentiellement adaptatif. Et du coup, ensuite, aller tester des hypothèses sur le caractère adaptatif de ce biais. On voit, donc il y a plein de mécanismes qui font que la remise en question est difficile, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des moyens de faire en sorte que des gens changent d'avis, ou est-ce que les pensées sont complètement verrouillées, ou bon, j'exagère volontairement, mais je sais pas à quel point c'est possible de faire bouger les gens sur leurs convictions politiques, et si c'est possible, qu'est-ce qui permet finalement de faire bouger, de faire en sorte que les gens changent un petit peu d'avis sur ces sujets, quoi. Une vaste question. Un bon procédé quand tu navigues des conversations politiques et morales, c'est de bien comprendre, c'est d'être un peu charitable et sympa avec ton interlocuteur. Discuter d'un sujet houleux, c'est une forme d'interaction coopérative, c'est une forme de coopération. Et pour que l'autre coopère, il faut lui donner des raisons de coopérer, et pour ça, il faut soi-même être coopératif et être sympa. Sinon, tu braques les gens, tu actives la réactance, ils se bloquent, ça bouge plus. Ils sont agressés, ils switchent en combat mode. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire des concessions. Il faut sincèrement aller chercher ce qu'il y a de rationnel et de plausible dans ce que l'autre défend. Reconnaître ça, ne pas lui nier son humanité, ne pas l'accuser d'être une horrible personne, d'être complètement stupide, etc. Reconnaître qu'ils ont un point, mais charitablement et respectueusement aussi enchaîner en disant que bah, ce point, il y a des limites et qu'il y a des contre-arguments à ce point, et c'est à ce moment-là que tu essaies de persuader. Il faut toujours commencer un peu par des concessions et faire un effort sincère de compréhension. C'est pour ça que ça aide d'avoir un tempérament un peu agréable ou un peu sociable ou un peu humble intellectuellement, parce que du coup, tu peux faire ça plus facilement. C'est pas un effort, tu vois. Tu es sincèrement un peu dans le lien avec les personnes, et du coup, t'es meilleur en empathie, tu es meilleur en concession, tu es meilleur en compréhension, et du coup, c'est plus facile de pratiquer ce raisonnement par concession qui est très important. J'allais te poser une question qui allait dans ce sens, c'était dans les débats politiques, comment faire en sorte de discuter sans polariser les avis et que chacun en ressorte en étant juste encore plus persuadé de ce qu'il pense, quoi. Un autre truc important vers lequel il faut essayer d'aller dans les discussions privées, et idéalement aussi dans les débats politiques, mais là, j'ai pas beaucoup d'espoir, c'est de changer un peu les incitations qu'ont les gens à être butés. Tu vois, en général, dans les débats politiques, les gens sont très rigides, refusent de concéder à l'autre qu'il a raison sur une question ou de changer d'avis au cours de la discussion, de montrer qu'ils sont persuadés. Parce qu'en fait, il ne faut pas décevoir une base, il faut avoir l'air d'être loyal à une base d'électeurs ou de soutien politique, il ne faut pas décevoir. Et du coup, il y a un peu une incitation réputationnelle à ne pas faire de concessions. Bah ça, il faut essayer de le changer. Il faut permettre aux gens de changer d'avis sans s'humilier. Il faut permettre aux gens de changer d'avis sans avoir l'air d'être faible et d'être incohérent. Il faut
valoriser un autre type de valeur que la cohérence au cours du temps et la loyauté par rapport à une idéologie ou par rapport à son camp. Il faut récompenser plutôt l'impartialité, la bonne foi, la flexibilité intellectuelle, la capacité de mettre à jour ses croyances et de reconnaître que le monde est complexe et qu'on s'est parfois trompé, etc. On a un collègue, Chris Bell, américain, qui a une étude pas encore publiée, je crois, où il essaie de rémunérer un peu les gens dans des discussions électroniques, politiques sur Internet, enfin, dans une app qui est une simulation de réseau social. Il rémunère les gens en leur donnant des bons points s'ils ont fait preuve d'humilité intellectuelle. Ben ça, je pense que c'est une très bonne voie. Tu vois, il faut essayer de rémunérer les gens pour afficher un style de communication plus civil, plus impartial, peut-être aussi plus basé sur l'évidence, sur les arguments factuels, sur les données, plutôt que l'appel à l'émotion ou des arguments un peu péremptoires, des intuitions. Essayer de changer un peu le système de rémunération et ce pourquoi les gens se battent. Tu vois, si les gens se battent pour ne pas perdre la face et ne pas décevoir leur base et avoir l'air hyper dévoué, tu es sûr qu'il n'y aura pas de flexibilité, il n'y aura pas de nuance, il n'y aura pas de concession et du coup, il n'y aura pas de changement d'avis. Si en revanche, tu crées les conditions pour que dans la discussion, on rémunère d'autres choses, on récompense d'autres choses, et ben, en changeant ces incentives, comme diraient les économistes, tu peux peut-être un peu changer un peu la dynamique cognitive de la communication et permettre aux gens d'être plus facilement persuadés. Un autre élément de persuasion politique, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, expliquer aux gens qu'en général, ils ont une vision caricaturale des groupes ennemis ou des groupes qu'ils considèrent comme étant parasites ou rivaux, leur expliquer que le membre moyen de ce groupe, il n'est pas aussi caricatural que son membre le plus radical. Il y a des extrémistes partout. Il faut faire des concessions aussi. Considérer qu'il y a des extrémistes chez soi et pas seulement chez l'autre. Rappeler que le groupe d'en face, que tu penses être hostile à ton groupe, bah, en fait, il n'est pas si hostile que ça. En général, quand tu donnes ça comme information aux gens, ils se calment un peu. Ils se rendent compte que leur haine qui est dirigée vers l'autre groupe, eh ben, elle est surtout justifiée et motivée par la perception que l'autre groupe les hait eux. Et du coup, si l'autre groupe les hait moins, et ben en fait, du coup, tu peux te permettre de relâcher un peu plus et d'être un peu moins hostile toi-même. La coopération de la communication, elle est conditionnelle. C'est sympa avec les gens s'ils sont sympas avec toi. Donc en gros, si tu expliques aux gens qu'en fait, ils ont des bonnes raisons d'être un peu plus sympas et un peu moins hostiles parce que l'autre groupe est moins hostile que ce qu'ils pensaient, ça calme un peu les rapports. J'encouragerais aussi les gens à s'engager dans des discussions politiques et morales avec des gens avec lesquels ils sont en désaccord parce que même quand tu échoues à persuader, et c'est vrai que ça arrive souvent, établir un lien de confiance, ça fait toujours plaisir. La plupart des gens sont des gens sympas et décents, même quand ils sont en désaccord avec soi. Même des électeurs FN, même ton tonton un peu beauf FN, bah, en fait, c'est sans doute une bonne personne à plein de niveaux. Et du coup, c'est bien de continuer à reconnaître un peu notre humanité commune et à se rappeler quand même que des gens avec lesquels on est en désaccord moralement et politiquement restent des êtres humains qui méritent d'être respectés. Si tu es sympa avec lui, il va tisser un lien un peu de confiance et de reconnaissance mutuelle et tu peux ensuite créer les conditions pour une persuasion future. Ça va pas forcément se faire tout de suite, mais ça peut se faire plus tard. Donc, quand tu crées des amitiés, etc., tu peux persuader les gens de changer leurs croyances. Il y a ce militant américain noir, dont j'ai oublié le nom, qui est devenu professionnel dans l'art de faire sortir des mecs blancs du Ku Klux Klan américain en devenant pote avec eux. Quand tu crées une relation de confiance interpersonnelle, d'ouverture, tu abaisses les défenses émotionnelles, tu switches complètement l'état d'esprit des gens, et ils montrent plus d'ouverture et plus de confiance, et du coup, c'est là que tu peux commencer à introduire un peu du doute et de l'influence intellectuelle. Et oui, et puis même encore une fois, même quand la persuasion échoue totalement, platement, tu apprends des choses. On apprend toujours énormément de choses sur la vision du monde des autres, et c'est toujours informatif. Ça t'informe par exemple sur, quand tu discutes avec quelqu'un qui est violemment d'accord avec toi, tu vois quelles sont ses peurs et ses craintes et ses préoccupations, et du coup, ça t'informe sur les problèmes que toi, tu ne dois pas nier si tu veux pouvoir entrer en dialogue avec cette personne. Si tu vois que les électeurs FN, ils sont tétanisés par l'immigration et ces choses-là, et ben ça t'envoie un signal que toi, personne de gauche, il ne faut pas que tu sois dans une dénégation en bloc des difficultés qui peuvent être posées par l'islam et l'immigration, parce que sinon, tu sais que tu vas couper la communication avec ces gens. Après, tu peux t'en foutre d'avoir un débat bipartisan, transpartisan. Mais si tu te racontes à toi-même et si tu prétends, si tu racontes aux autres que ton but, c'est la vérité et la réconciliation, alors tu dois suivre ce précepte. Plusieurs réflexions que tu as faites là, ça a renvoyé du coup à la discipline assez controversée qu'est la psychologie évolutionnaire. Donc il y en a certains qui disent que c'est la pseudo-science. Alors moi je connais pas l'état du débat en général, donc je vais pas trancher ça. En tout cas, c'est clair il y a un usage en tout cas qui est souvent pas très rigoureux fait par certaines personnes. Alors notamment chez les masculinistes qui vont s'en servir pour expliquer que certaines différences hommes-femmes sont totalement biologiques. Voilà, et qui s'en servent pour légitimer un statu quo et de pas du tout remettre en question les normes de genre en prétendant qu'elles sont expliqué biologiquement et voilà. Et surtout, voilà, il s'en sert pour attaquer les explications sociales. Évidemment qu'on n'est pas sur ce genre de raisonnement ici, mais voilà, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur la psycho évolutionnaire de est-ce que les critiques qui sont faites généralement sont valides ou est-ce qu'il y a quand même des usages pertinents de cette discipline? Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas forcément un doctrinaire de la psychologie évolutionniste, même si je m'y intéresse beaucoup et j'ai pu contribuer dans certains débats à cette discipline. Mais bon, je suis assez ouvert méthodologiquement, donc je concède aussi qu'il y a des travaux qui sont parfois pas top, et surtout c'était le cas dans les années 2000, un peu, dans les années un peu de jeunesse de la discipline. Maintenant, en 2024, on fait quand même beaucoup plus attention.
Dire que c'est une pseudo-science, non, c'est tout à fait excessif. La psychologie évolutionnaire, elle est pratiquée par des gens qui utilisent des méthodes expérimentales, qui développent des théories qui sont falsifiables et qui sont testables, et qui utilisent régulièrement des assez gros échantillons. Donc, c'est pas du tout pire que le reste de la psychologie sociale ou de la science politique expérimentale. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu plus d'échantillons nationalement représentatifs et de choses comme ça, c'est vrai, mais globalement, c'est pas au plan épistémologique, c'est plutôt à l'image de ce qui se fait dans les sciences sociales quanti et expérimentales, et aussi en anthropologie de terrain, parce qu'il y a aussi des anthropologues cognitifs qui font de la qui participent au débat de la psychologie évolutionnaire. En général, cette charge de pseudoscience, elle vient surtout de gens qui sont motivés à en faire un homme de paille, une caricature, parce qu'ils viennent plutôt des sciences sociales plus traditionnelles, genre sociologie de terrain, plus socio-constructiviste, etc. Et ils voient un peu une guerre de territoire avec éventuellement les sciences cognitives et la psycho. Et ils veulent un peu fermer la bouche des gens qui rappellent qu'il y a des influences évolutionnaires, génétiques et biologiques sur le comportement. Donc je pense que souvent c'est une critique de mauvaise foi. Par contre, ce qui est vrai, pour être charitable quand même avec cette critique, c'est que faire des théories évolutionnaires, c'est pas facile, c'est risqué, parce qu'en fait ça consiste à essayer de proposer des histoires sur les challenges, les problèmes rencontrés par l'espèce humaine dans le passé, ou d'autres espèces d'ailleurs, mais en psychologie c'est l'espèce humaine, raconter des histoires sur les challenges passés de l'espèce et essayer de voir comment est-ce que ça permet d'expliquer des traits un peu profonds de la psychologie humaine dans le présent et éventuellement aussi de faire des prédictions sur comment est-ce que le comportement humain va se manifester dans telle ou telle situation, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est un petit peu spéculatif, ces histoires sur le passé, mais c'est des spéculations raisonnées. Elles s'appuient sur une connaissance des fossiles, des ossements, des comparaisons interespèces avec des primates non humains, d'ailleurs d'autres espèces d'animaux qui ne sont pas des primates. Elle s'appuie sur une connaissance des conditions un peu économiques et sociales dans lesquelles on vivait au Pléistocène ou dans l'Antiquité profonde ou avant ça. Et on ne peut pas tout savoir du passé, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut savoir. On est à peu près sûr que on vivait en groupe, qu'on avait le langage, qu'on était capable de communiquer et de lire nos esprits mutuels, etc. On savait qu'il fallait trouver des partenaires de coopération pour former des groupes et aller chasser ou se protéger des attaques de tribus rivales. On sait qu'il y avait des problèmes de reproduction et de mating et de séduction et de prendre soin des enfants. On sait qu'il y avait des expositions à des pathogènes, à des maladies, à des prédateurs dont il fallait se prémunir, etc. On sait un certain nombre de choses sur l'environnement ancestral parce que soit on en a des traces fossiles, soit, vu notre phénotype actuel, vu notre comportement actuel, c'est inévitable que ces problèmes aient été rencontrés avant, soit parce qu'on les observe déjà chez beaucoup d'espèces qui nous sont apparentées, etc. Donc on peut comme ça tirer un certain nombre de déductions. Et une fois qu'on a une théorie, un peu une hypothèse sur comment est-ce qu'un tel trait a évolué, bah, l'idée c'est d'aller faire un peu des prédictions, des hypothèses qu'on peut aller tester. Par exemple, l'idée est devenue assez dominante en psychologie évolutionnaire que la fonction de nos intuitions morales, c'est en fait de donner une bonne réputation, de coopérer avec les autres pour se faire bien voir, de se faire intégrer dans le groupe, tout en évitant un peu de se faire exploiter par des éventuels tricheurs ou exploiteurs. Le sens de l'équité, le sens de notre générosité, c'est un certain type d'empathie ou de coopération conditionnelle qui nous motive à être gentil avec les autres pour se faire bien voir, tout en évitant l'inconvénient symétrique de se faire avoir, de se faire arnaquer dans les échanges, etc. Et en fait, si cette théorie est vraie, que le sens moral, le sens de l'équité, la coopération a évolué pour la réputation et pour apporter des bénéfices à l'individu sans se faire exploiter, ben, tu peux faire un certain nombre de prédictions. Tu peux imaginer que plus les gens te regardent te comporter, plus tu vas être coopératif, plus tu vas faire des concessions. Que dans les interactions en public, tu vas être plus sympa, plus conciliant. Tu vas faire l'hypothèse que les gens ont un sens un peu automatique, une méfiance automatique par rapport à l'exploitation et à la triche, qui est très aiguë, qui est très aiguisée. Effectivement, c'est ce qu'on observe dans les données. Je peux faire un certain nombre de prédictions sur le comportement humain en fonction des circonstances et sur les régularités du comportement à travers les cultures qui peuvent être plus ou moins bien confirmées. Et quand ces observations, ces prédictions sont très bien confirmées, eh ben, la théorie sur la fonction évolutive du trait, sur l'histoire ancestrale qui a présidé à la sélection du trait, acquiert un certain niveau de confirmation. Donc, c'est pas du tout pire que les autres branches de la biologie et des sciences humaines scientifiques. J'aurais même tendance à dire que souvent c'est mieux que la sociologie, parce que la sociologie, elle n'utilise pas d'expérience, elle fait pas de comparaison avec les autres espèces, elle utilise un peu de quantification, mais pas autant qu'elle pourrait. Il y a souvent, on ne sait pas trop quelles sont les causes des comportements, parce qu'on fait que des ethnographies et des méthodes observationnelles, donc on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes cognitifs qui causent les comportements des enquêtés, des gens qu'on observe et tout. Donc je pense que la charge de pseudoscience, elle est vraiment excessive. Je peux donner d'autres exemples de grandes théories un peu testables qui ont été développées en psychologie évolutionniste. Par exemple, il y a eu un débat à une époque sur les fonctions sociales, pardon, sur les fonctions adaptatives possibles de l'homosexualité. Il y a beaucoup d'homosexuels dans l'espèce humaine.
c'est en partie héritable génétiquement, semble-t-il. Ça pose la question de comment est-ce que ce genre de trait a pu être sélectionné. Parce qu'a priori, ça ne sert pas à la reproduction sexuelle, hétérosexuelle d'un homme avec une femme. Et ben, il y a ce monsieur, Yo Wilson, qui avait proposé que les homosexuels, en fait, étaient des gens qui, c'était une hypothèse, hein, c'était des gens qui peut-être renonçaient à se reproduire, mais s'investissaient plus dans l'éducation des neveux, des nièces, de la famille. Et du coup, comme les neveux, les nièces, en vertu du principe de finesse inclusive, portent des copies de tes gènes, plus que toi et moi, qui ne sommes pas apparentés, par exemple, et ben en fait, tu aides le succès reproducteur de tes gènes par l'investissement dans l'éducation et dans la protection de gens dans ta famille. Donc en fait, tu perds en reproduction personnelle et tu favorises la réplication de tes gènes à travers la survie de tes apparentés génétiques. Et ça, c'était une hypothèse pour expliquer la sélection de gènes de l'homosexualité. Et je crois que cette théorie, elle n'est pas trop confirmée. Il a plutôt échoué à la tester parce que en fait, les données suggèrent que ce n'est pas le cas. Que c'est pas le cas que les homosexuels s'investissent plus dans l'éducation des neveux, des nièces, des frères et sœurs. Donc, on peut très bien tester à nouveau cette théorie, voir est-ce qu'elle est vraie. Elle fait une prédiction sur le comportement. On devrait observer ça dans le monde. Est-ce que c'est le cas? Parfois oui, parfois non. Et du coup, la théorie acquiert plus de crédit, elle est plus corroborée ou elle est plus infirmée selon voilà, les principes de la philosophie des sciences de Popper, quoi, du falsificationnisme, hein. On confirme une théorie, on la falsifie et c'est comme ça qu'on progresse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défendu un peu le modèle épistémologique de la psychologie évolutionnaire comme science académique. En deux mots, hein, c'est plus compliqué que ça. Malheureusement, oui, tu as raison. Il y a des gens dans la société qui utilisent la psychologie évolutionnaire à plus ou moins bon escient, y compris à mauvais escient. Par exemple, des masculinistes qui vont essayer de développer une vision très très caricaturale des différences de sexe, etc. Ou qui vont utiliser, je sais pas moi, la psychologie évolutionnaire pour défendre l'idée qu'il y a des groupes sociaux ou raciaux qui sont supérieurs à d'autres, etc. C'est tout à fait nauséabond. De manière importante, ces gens ne sont pas en général des chercheurs legit et sérieux. Peut y en avoir, mais globalement, c'est pas le cas. Ils font plutôt des récupérations. Ils lisent pas la littérature dans son détail et dans sa nuance. Ce sont pas des chercheurs eux-mêmes. Et ils utilisent un peu ces théories scientifiques sous une forme vulgarisée pour justifier des choses qu'ils ont déjà envie de croire, en fait. Ils en font une rationalisation après coup. Et typiquement, une tendance un peu de ces par exemple, bon, pour se focaliser sur les incels, les masculinistes et un peu les misogynes, etc., ce qu'ils vont faire beaucoup, malheureusement, c'est qu'ils vont exagérer les différences de sexe. Donc, moi, je pense qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'il y a des différences biologiques de sexe, y compris au niveau psychologique. Il y a des bonnes raisons de penser, c'est raisonnable, qu'une partie des différences psychologiques de sexe, c'est dû à l'évolution. Mais souvent, c'est pas des énormes différences. Les hommes sont peut-être un peu meilleurs en cognition spatiale, les femmes pour retrouver des objets dans des arrière-plans un peu diffus, un peu bruités. Les femmes ont peut-être une meilleure dextérité, les hommes ont une meilleure attitude au lancer. Les hommes sont un peu plus jaloux de l'infidélité sexuelle et les femmes de l'infidélité émotionnelle. Vous voyez, des petites différences comme ça qu'on trouve, mais elles sont pas gigantesques. Souvent, au moins parfois, elles sont répliquées à travers les cultures, donc elles ont l'air d'être relativement universelles, mais elles sont pas forcément très grandes, ces différences. Et ce que vont faire les masculinistes, les misogynes, c'est qu'en fait, ils vont exagérer la taille de ces différences et ils vont les utiliser comme des arguments pour dire qu'en gros, les femmes ça pue, quoi, pour dire que les femmes sont inférieures. Ce qui n'a aucun sens parce que quand on décrit des différences de sexe, on dit juste qu'il y a des différences de tendance, de performance à telle ou telle tâche, mais on ne dit pas qu'un sexe est supérieur à l'autre. Ce serait violer la maxime de Hume, ce serait passer de la description à la prescription, ce que normalement la philosophie des sciences et le raisonnement critique interdit. Dire qu'une chose est n'informe absolument pas sur la question de savoir comment elle devrait être. Et le but de la PSYEVO, c'est avant tout d'être une science descriptive et prédictive, pas du tout d'expliquer aux gens comment ils doivent se comporter. Et typiquement, voilà, ces misogynes, ils vont violer la maxime de Hume et ils vont faire le passage de l'un à l'autre. Et ça, c'est très dangereux. Et ils vont aussi souvent avoir tendance à être un peu dans un déterminisme génétique, où ils vont faire une caricature de ce qu'on dit en psy-évo. En psy-évo, c'est évident que les gènes interagissent avec l'environnement, c'est totalement mainstream en biologie et en psychologie évolutionnaire. Et ces gens-là, ils vont avoir tendance à verser un peu dans un déterminisme génétique, où ils vont dire, parce qu'on a une prédisposition évolutive à se comporter comme ça, alors on peut rien y faire, alors il faut l'accepter et il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors qu'en fait, non. C'est pas parce qu'on a une prédisposition génétique à se comporter de certaine manière que par socialisation ou par le raisonnement ou par l'éducation morale, on peut rien faire. C'est pas parce que les hommes ont peut-être une un peu plus grande disposition à harceler sexuellement les femmes que les femmes elles-mêmes qu'on peut rien faire contre ça. Il y a évidemment des forces sociales et culturelles et éducatives qui peuvent contrecarrer ces effets. Voilà, un ensemble d'hommes de paille de la discipline qui sont faits mi-involontairement, mi-volontairement pour avancer des agendas réactionnaires et qui contribuent malheureusement, surtout en France, à l'impopularité de la discipline et ça c'est très triste. C'est qu'en plus, il peut y avoir des fois des différences en moyenne, mais ça ne permet pas de dire que tout le groupe est meilleur que tous les autres. Par exemple, tu dis effectivement, il y a des différences sur le fait de se repérer spatialement. Ça ne veut pas dire que tous les hommes et toutes les femmes sont meilleurs ou moins bons
Voilà, c'est vraiment des petites tendances. Bon, après, ce genre d'exemple, je pense que je sais pas, les gens comme Taïdes, ce qu'ils font, c'est pas trop sur ce genre de différence qu'ils vont, quoi. Mais Si je peux faire un petit mot à tes auditeurs, je dirais, faites pas trop confiance à ce qu'on raconte sur la psy-évo. Allez lire les travaux récents. C'est des travaux en anglais, hein, c'est des travaux académiques. Hein. C'est pas à base de vulgarisation de vidéos YouTube. Bon, il y a des gens quand même comme Homo Fabuleux qui font d'excellentes vulgarisations sur la question. ouais. Mais méfiez-vous un peu quand même des contenus sur Internet, YouTube et autres, parce que c'est souvent un peu simpliste. Et pour ceux qui voudraient s'intéresser un peu à l'idée de même de l'étudier comme étudiant, etc., à l'école normale supérieure, il y a le laboratoire enfin, l'équipe Évolution et Cognition sociale, qui fait partie du département d'études cognitives de l'ENS à rue Dieu à Paris, qui étudie ça activement. Et du coup, des gens, par l'intermédiaire du Cogmaster et d'autres filières comme ça, peuvent étudier la psychologie évolutionnaire si ça les intéresse en France. Mais globalement, c'est une filière qui n'est pas très développée. Et voilà, et j'espère que ça va un peu changer à l'avenir. Ben, merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est tout à fait intéressant et agréable.